C'est quoi ce bruit là? C'est Mehdi. Non, mais mon micro. Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. On est en direct effectivement ce soir pour la première du LGF à la radio et c'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir également en Facebook Live comme chaque soir. Facebook, Christophe Le Grand Forum et sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver avec une émission exceptionnelle ce soir. Puisque dans un instant, nous serons avec un invité exceptionnel. Monsieur Idriss Aberkan sera avec nous. Il a fait parler de lui au travers d'une vidéo il y a quelques jours. Elle est sortie il y a quelques jours. Alors, on en parle avec lui puisqu'il a pris également position sur le sujet de la chloroquine, sur Didier Raoult. Également, on verra qu'il y a eu du changement aussi sur Didier Raoult avec le gouvernement. On en parlera également tout à l'heure. Pour m'accompagner ce soir, dans cette émission, Madame Samia Chiki. Bonsoir Samia. Bonsoir Christophe, bonsoir aux auditeurs, auditrices et aux internautes qui nous suivent en live sur Facebook. Effectivement, et oui, on est sur France Maghreb 2 et en direct. Et merci à toute la réalisation technique, à DJ Nabil, Philippe Bouriaki, à Bistamitash, Monsieur Hicham Terak. Il a mis de coups de gueule de côté, il a rangé sa voiture le temps d'une émission. Salut mon Hicham. Ça va, comment vous allez? Eh ben écoute, on va très très bien mon ami Hicham. Très bien. On est en direct du côté de Lyon, là-bas, où à l'heure où on remercie, on applaudit le personnel hospitalier, à la mosquée de Lyon, on a mis le Eden. C'était magnifique. Salut Mehdi Chebaiki. Salut à tous, salut Christophe, salut l'équipe et salut à tous nos auditeurs. Il est en direct de sa voiture, c'est pas très prudent ça. J'espère que tu as ton attestation avec toi, mon vieux. Hein. Je suis absolument en règle. Si les autorités de ce pays m'écoutent, je suis absolument en règle. Ce qui serait magnifique, c'est qu'on assiste à un contrôle en direct. Ah ben écoute, ça c'est ce qu'on appelle du journalisme de terrain, du journalisme extrême et je suis prêt à donner de ma personne pour toute l'équipe. Bravo, moi je félicite. Bon, formidable. Monsieur Philippe. Ouais, absolument. Philippe Bouriaki, comment ça va, mon Philippe? Écoute, ça va très très bien. Ouais, on a fait. T'as l'air bien équipé, dis donc. Ouais, aujourd'hui, ça y est, on est passé à l'étape au-dessus. Donc, merci France Maghreb 2, Monsieur Mami. La facture arrive. Oula, attention là, il est en confinement, Monsieur Mami. On dirait un consultant sportif. C'est ça. Monsieur Abdeslamitash, et si de la partie, comment ça va, Abdeslam? Ben écoute, très bien. Je suis ravi de pouvoir dire enfin bonjour aux auditeurs et auditrices. Et évidemment, je continuerai à dire bonjour aux connectés sur Facebook. Écoute, je suis ravi qu'on revienne sur les ondes FM. Effectivement, on est tous ravis de revenir à l'écoute de nos auditeurs qui vont pouvoir partager cette émission avec nous ce soir, d'autant plus que c'est une émission importante avec Idriss Aberkan qui sera avec nous dans quelques minutes. On va échanger et ça va être très très intéressant avec lui dans quelques minutes. Alors, comme traditionnellement dans cette émission, Monsieur Mehdi Chebaiki, on t'a pas eu depuis le début de ce confinement. Comment ça se passe? Est-ce que tu travailles et comment se comportent les enfants à la maison? Alors les enfants, déjà ils sont en bonne santé, donc alhamdoulilah, tout le monde est en bonne santé, donc c'est déjà beaucoup, c'est énorme. Sinon, concernant le travail, eh bien écoute, je suis partagé entre du télétravail et du travail effectif. Très bien. C'est bien, au moins tu as de quoi t'occuper, quoi. Ah, toujours, tu sais, nous à la SNCF, on croule sous le travail. Ah, on est en train de... Oui, notre ami Mehdi Chebaiki est sur la route, hein, les amis. Le temps qu'il se pose dans un endroit. On le retrouvera tout à l'heure. Hicham, comment ça se passe à la maison en ce 10e jour de confinement?
Écoute, ça peut aller, ça peut aller. Les enfants ont le feu, j'ai envie de te dire, dans le sens où ils sont heureux d'être à la maison, forcément, mais c'est fatigant, c'est très usant par moment. Et sinon, l'école à la maison, c'est quand même assez particulier, il faut dire ce qui est. Et non, ça se passe bien. Écoute, tout le monde est en bonne santé, c'est l'essentiel. Et puis, on attend patiemment que ça passe. Bon, parfait. Monsieur Philippe Bouriaki, comment s'est passé ce 10 jours de confinement du côté d'Orly? Écoute, très bien. Configuration d'un nouvel ordinateur, d'un casque limite commentateur sportif, comme tu peux t'en douter, qui fonctionnait très bien jusqu'à présent. Et bug du direct. Le mauvais œil, Philippe. Le stress. Arrête, ne commence pas. Il s'est mis son mauvais œil, notre ami Philippe Bouriaki. Vous qui nous écoutez à la radio, vous pouvez voir toute cette équipe en live et en image sur Facebook, France Maghreb 2, sur Christophe Le Grand Forum. Voilà, on est en direct, les amis, en direct aussi à la radio sur France Maghreb 2. Et vraiment, encore une fois, un grand merci à toute l'équipe technique. Alors, notre invité n'est pas encore arrivé. On va l'accueillir dans quelques instants. Idriss Aberkan, c'est émission. Je suis sûr que vous tous, vous avez des questions à lui poser. Avant de l'accueillir, passer aussi à notre petit zapping du jour. Une petite réaction sur le discours de Emmanuel Macron hier soir. On l'a regardé après l'émission. Philippe, on était assez déçus. Vous, peut-être, pas moi. Oui, Philippe, le discours, qu'en as-tu pensé? Qu'est-ce que je pense de quelqu'un qui a rien dit? Il a juste dit, je vais envoyer un porte-avions, un porte-hélicoptère, et après l'épidémie, promis, je vais allonger la monnaie aux hôpitaux. Mais je me rappelle que déjà l'été dernier, ils avaient promis la même chose et qu'il n'y avait rien eu. Donc voilà, moi je suis pas déçu. Je m'attendais à rien de plus du gouvernement et du président Macron. Abdeslam, toi, tu as regardé attentivement ce discours. Oui. Qu'en as-tu pensé? Écoute, il occupe l'espace. Et évidemment, s'il n'était pas visible, on lui aurait reproché justement de ne pas s'adresser aux Français et de ne pas les rassurer. Je pense qu'il a fait le job hier. Il était présent. Il est omniprésent. Oui, Philippe, tu peux rire. Il est omniprésent. Et de toute façon, sur les services de santé qui, justement, vont avoir des lignes budgétaires réaffectées, évidemment, c'est peut-être un aveu, mais qui est réparé, puisque j'aurais très mal vu Emmanuel Macron continuer en disant non, on ne va pas rajouter un seul centime. Et donc, moi, écoute, je pense qu'il a fait le boulot. C'est mon avis. Ouais. Est-ce qu'il a fait le boulot, Samia Chikli? Elle est où? Samia Elle est où, Chikli. Samia? Elle arrive. Elle est là. C'est de la com. Ouais. Très bien. Est-ce Donc, qu'il a fait le boulot hier, Macron? Alors, tu m'entends? On t'entend, c'est bon. Allô. Oui, donc le boulot au niveau de la com, oui, il l'a fait. Donc le ton grave était là, le visage grave aussi. Donc oui, mais donc sur la forme, le boulot a été fait, mais sur le terrain, j'ai envie de dire, dans l'action, pour l'instant, je vois pas de changement. Ouais. Alors, Hicham, Oui. t'as regardé le président hier? En fait, je vais pas te mentir. Qu'en as-tu pensé? J'ai pas regardé parce que pour moi, depuis le début, le discours qu'il tient, il n'est pas à la hauteur de la crise qu'on est en train de vivre, clairement. Pour moi, le gouvernement n'est pas à la hauteur. Donc forcément, son premier représentant, à savoir le président de la République, pour moi, hors sujet, claqué même, j'ai envie de dire, clairement. On a la preuve qu'on a des pays voisins, d'autres pays amis qui sont hyper réactifs, qui n'ont pas pris le temps de se poser 150 milliards de questions. Et nous, en France, encore aujourd'hui, là, il n'y a qu'aujourd'hui où on commence à voir des choses se passer. On se dit, peut-être que, faudrait faire les choses. Non, pour moi, c'est de l'effet d'annonce, c'est de la communication, c'est du présentiel. Et à partir du moment où ils sont partis de travers, c'est très, très, très difficile de récupérer, de rattraper le cap. Donc, pour moi, non. Très bien. Je ne sais pas si Mehdi Chebaiki nous
sortant de sa voiture, il a regardé Emmanuel Macron hier soir. Qu'en a-t-il pensé? Et un petit mot sur la gestion de la crise du gouvernement. Bah écoute, la crise, le gouvernement ne pourra jamais rattraper les erreurs politiques qui ont été faites. Hier, on a vu un président qui a trouvé le temps de faire de la politique, alors que, d'après ce qu'il nous a dit, d'après la situation qu'il nous a exposée, nous sommes en guerre. On n'attend pas d'un président qui nous fasse des promesses pour après la guerre, lorsqu'on est en guerre. On attend à ce qu'il se batte et à ce qu'il mette en ordre de bataille un pays. Aujourd'hui, force est de constater que c'est la chienlit et qu'on nous fait encore des promesses sur l'après. Alors, je ne sais pas s'il était dans un rôle de candidat, s'il commençait à préparer sa prochaine élection ou sa tentative de réélection, mais ce qui est certain, c'est que le compte n'y est pas. Ouais. Je suis clairement d'accord avec toi. Voilà. T'es d'accord avec Mehdi? Ah, carrément. Imagine-toi un truc qui est tout bête, c'est que si là, par exemple, on trouve la solution à ce foutu virus, tu sais qu'il y a des gens qui sont déjà en train de calculer l'après, à savoir qu'est-ce qu'on fait après, quelles têtes vont sauter, comment on s'organise. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des élections qui arrivent aussi. Donc à partir du moment, faut pas oublier qu'on a des gens en face de nous qui sont dans le calcul, tout le temps dans le calcul. Donc quand toi tu te dis bon bah c'est bon, il va y avoir une accalmie, non, t'en as certains qui ne dorment jamais en fait, tout simplement. C'est ça. Il est 18h et 41 minutes. Vous êtes bien en direct sur France Maghreb 2 ce soir avec vous qui êtes sur Facebook en live sur France Maghreb 2, vous qui nous écoutez sur France Maghreb 2 un petit peu partout en France et à l'étranger grâce à l'application France Maghreb 2. N'hésitez pas à liker, partager et commenter dans cette émission puisqu'on aime aussi vous lire et les commentaires apparaissent à l'écran et nos amis dans cette émission. Donc, n'hésitez pas à commenter et poser vos questions aussi à Driss Saberkan qui sera avec nous dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Alors, on va passer maintenant à notre petit... Je peux me permettre une oui, dernière vas-y, je t'en remarque, prie. Vas-y, Mehdi. Ce à quoi on a assisté hier, en termes de communication et d'image de la France, je pense que ça va au-delà du gravissime. Est-ce que tu peux nous rappeler, Christophe, combien de lits ont été créés dans cet hôpital militaire? Je crois que c'est une trentaine, c'est ça? On est d'accord. Donc là, on se retrouve avec un président qui va faire de la communication pour 30 lits. 30 lits, ce n'est absolument rien. On est face à une goutte d'eau, face à une épidémie. Alors, ça en dit certainement très long sur l'état de l'armée française, avec tous les crédits qui lui ont été supprimés et coupés depuis des années. Ça en dit très long sur le niveau d'ambition de la France. Ça en dit très long sur le niveau aussi, ça en dit très long sur le fait que le pouvoir est aux abois, parce que aller en grande pompe présidentielle, aller inaugurer 30 lits, moi ça me fait un peu penser à... Autrefois à la télé, on se moquait un peu de certains pays qui ont peu de moyens, des pays africains notamment, souvent qui ont peu de moyens, et puis on voit un peu se presser, voilà, les grands généraux ou le président venir inaugurer qui un hôpital de quelques lits, et tout le monde de taper dans les mains. Et ben aujourd'hui, on a vu ça à la télé en France. Ouais. Est-ce que Samia, tu partages l'avis de Mehdi chez Baiki? Samia? Samia chez qui? On est perdu avec Samia? Ça a du mal à arriver jusque là-bas? Voilà, on est évidemment en direct, les amis, avec Hicham Terak, Samia Chiki, Mehdi Chebaiki, Philippe Bouriaki, Abdeslam Itache. Il y a beaucoup de i là, hein, dans cette histoire. Samia, tu nous entends ou pas? Bon. On va essayer évidemment de rétablir la liaison avec Samia Chiki. Hicham, tu partages l'avis de Mehdi sur ce constat fait Écoute, franchement, la vérité, je trouve que c'est une super belle remarque. C'est vrai que j'y avais pas fait attention. Mais encore une fois, tu sais, il y a plein d'éléments qui te permettent de savoir qu'on est dans la communication. Effectivement, quand tu envoies l'armée, alors c'est le corps hospitalier dans Paris pour aller donner un coup de main, tu sais, ça fait style, on a vachement les moyens, attention, on envoie du lourd. Mais quand tu regardes bien, quand tu fais les comptes, il n'y a rien. C'est quand même la France. On est, tu peux me dire, on est sur le classement des puissances mondiales, on est à quel niveau, s'il te plaît? Sixième. Sixième. 5 ou 6. Est-ce que tu te rends compte qu'on est dans façon de parler, dans le top 5 des plus grosses nations au monde? On n'arrive pas à gérer une crise sanitaire.
Alors que, comme le dit si bien Mehdi, tu as des pays en Afrique, ils sont en galère de malade, où ils sont loin derrière. Je prends l'exemple du Maghreb, on va prendre le Maroc, ils n'ont pas blagué. Tu vois ce que je veux dire? L'Algérie, c'est pareil. Ils ont été réactifs, en fait. Ça arrivait un petit peu plus tard chez eux, mais ils ont été très réactifs. Ils ont simplement vu. On en parlait dans cette émission. Attends. Hicham, tu as raison. Sur la gestion, Mehdi, des pays du Maghreb, l'Algérie, Maroc, Tunisie, ils ont tout de suite réagi. Ils n'ont pas attendu que les choses s'enveniment et ils ont préféré jouer la prudence et ils ont confiné tout le monde. Et on voit que ça apporte ses fruits parce que le nombre de cas est quand même beaucoup moins important qu'ici en France. Hein. Jusqu'ici, en effet, c'est le cas. Tout va bien. Pour une fois, jusqu'ici, en effet, c'est le cas, et on peut saluer au moins la prise de conscience, rapide des autorités maghrébines. Après, il faut reconnaître une chose, c'est que l'État, les capacités hospitalières maghrébines font que si une décision n'était pas prise immédiatement, les conséquences auraient pu être catastrophiques. C'est ça. En France, on a eu un discours un discours lean Maginot, pour reprendre une expression que j'ai entendue chez notre futur invité. On a eu une mentalité lean Maginot. On s'est dit, c'est bon, on est bon, nous, il n'y a aucun problème, nos hôpitaux peuvent gérer. Et quand on est trop sûr de soi, on est amené à prendre des décisions, hélas, tout à fait. 660 nouveaux décès en Italie, ça vient de tomber à l'instant. 662 décès. On a dépassé la barre des 8000 morts en Italie. C'est terrible ce qui se passe dans ce pays qui est, je le rappelle, qui abrite la plus vieille population d'Europe, confiné depuis bien avant nous. Et ils ont du mal à faire baisser la courbe. Hein. On est d'accord, les amis. Moi, je suis bien d'accord avec toi. C'est vraiment affolant. C'est des chiffres totalement affolants. Mais je pense qu'aussi, on est au-devant d'une super grosse crise sanitaire. Je voudrais remettre juste remettre un coup de projecteur sur l'Afrique. Il y a certains pays qui sont où ça va être super chaud. Faut dire ce qui est. La contagion, je sais pas comment on peut calculer ça, mais l'indice de contagion là-bas va exploser dans certains pays. Et en regardant certains articles ou reportages sur ce qui nous pend au nez, certains disent que ça va être vraiment, vraiment très, très dur ce qui pourrait se passer en Afrique. Ouais. Donc les 8000 morts, excuse-moi, les 8000 morts italiens, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, c'est sûr. Mais j'ai bien peur que si ça soit pas bien géré, si on se met pas tous de concert et on s'organise pas tous, il risque d'y avoir beaucoup de problèmes dans d'autres pays encore. Ouais. Vous êtes en direct sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum, bien sûr, à un horaire un peu inhabituel, je vous l'accorde. On s'est adapté, bien sûr, et depuis le début, on est présent avec vous sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, et depuis ce soir, et grâce à la mobilisation des techniciens, vous savez que ça n'a pas été facile d'organiser tout ça, parce que nous, on est confinés, on ne peut pas sortir, il a été compliqué d'organiser tout ça, mais ça s'est fait. En ce 10e jour de confinement, eh bien, nous sommes présents avec vous ce soir et en direct sur France Maghreb 2, c'est un réel plaisir. Le son à la radio, les images sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous propose de marquer une page de pub parce que voilà, c'est les impératifs quand on fait de la radio aussi. De la pub, on retourne très vite avec notre zapping et notre invité Idriss Aberkan qui sera avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec ce soir Samia Chiki, Mehdi Chebaïki dans sa voiture, Hicham Terak qui est chez lui tranquillement, Abdessamitash et Philippe Bouriaki qui nous assistent à la technique mais aussi qui participe à cette émission, sans oublier la performance de DJ Nabil qui de sa maison arrive à tout gérer. C'est incroyable, vive la technique. On est de retour très vite, à tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Sur Facebook, puisque à la radio, c'est la pub avec Mehdi Chebaïki. Ouais, mec, ça va. L'occasion, voilà. Allô. Alors, pour lire vos petits commentaires, n'hésitez pas à commenter, bien sûr. Oui, ouais, mec. On vous entend. Ouais, Mehdi, on est en direct sur Facebook. Hein. On reste en direct sur Facebook. Voilà, okay. C'est important de le dire quand même. Qu'on dise pas de conneries, hein, Mehdi. Bon, ça va, t'es toujours dans ta voiture? Oui, a priori, il est toujours dans sa voiture. Est-ce qu'on entend Samia? Samia? Samia.
Samia, Samia, es-tu là? fais pas ta Es-tu parmi timide. nous? Bah, Samia est là, mais Bon, Hicham, une regarde info, les. une info, le grand forum. Qu'est-ce qu'il y a Samia, Alors, Samia a on a été Annie débauchée Belmadi par la qui concurrence. fait de guerre entre Elle a été débauchée par la Donc, concurrence. Oui, ça y est, elle a signé. On a le contrat qu'elle a signé avec Radio Courtoisie. Oh, Arrête. non, c'est Arrête méchant, tes ça. bêtises. Non, dis pas de bêtises. Vous êtes bien en direct, les amis. Vous pouvez commenter, partager, liker. On compte sur vous, c'est important. C'est votre vous d'échange, bien sûr. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui peut nous donner un petit peu l'étendue des commentaires depuis le début de cette émission? Bah, il y en a un là où il y a écrit, c'est Ali Belmadi qui dit c'est une histoire de guerre entre l'arbo pharmaceutique qui se trouve derrière ce virus. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Qui appuie cette thèse? Oui, Excellent. absolument. Bah, ça, ouais, on le dénonce. Philippe, tu es d'accord avec ça? Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est Oui, une petite vidéo. oui. Attendez. Qu'est-ce qu'il va Hop, nous mettre? je vais vous mettre une vidéo. Oui. Mais Oui, bon, on laisse, hein, on fait que ça. On attend. arrive. Pardon, hop là, excusez-moi. Ouais. J'ai cherché le bouton Ça pause. va finir en thèse complotiste encore cette émission là. Ouais, j'ai Non, mais l'impression encore. Ah, tout de suite. Il y en a marre. Les grands mots. Alors, juste pour info, On peut reprendre l'antenne histoire de meubler. à tout moment. Vous m'entendez, les gars? Oui, mais on t'entend, Mais, Mehdi. tout le monde. Ok, super. Juste pour info, il faut savoir qu'à La Réunion, on leur a envoyé des masques périmés. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je les ai vus, c'est une catastrophe, mon Dieu. C'est une honte. Avec des traces de moisissure sur certains masques. Moisi, exactement. Périmé et moisi pour certains. Plein d'humidité. Donc, en gros, tu mets un masque comme ça, c'est Ebola que tu chopes. Hein, c'est pas le Covid. Vous êtes prêts pour la thèse complotiste ou pas? Vas-y. Te Vous trompe pas de m'entendez? film, hein. Oui, Samia, on t'entend. Ah, Samia est de retour. Samia, on garde Samia. Ah, aussi, il y a Samia, Samia, tu là. bouges pas. Hein. Je suis là, c'est bon, je touche à rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été courtisé par la concurrence? Bah oui. Bon, très bien. Faut qu'il appuie Alors, sur- ça peut reprendre à tout moment, les amis, parce qu'on est en direct sur Facebook, là, toujours, hein, Facebook France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, et à la radio sur France Maghreb 2, et on est en pleine pub. Et notre ami Abdestabitash avec DJ Nabil en liaison nous fait partir le générique à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'on est de retour à la radio. Voilà. Ouais, on s'adapte, les amis. Hein. Comme tout le monde, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les médias se sont adaptés à la situation et ont pris des dispositions pour essayer de faire une émission. Quand on voit tous les animateurs qui sont chez eux, les chroniqueurs, c'est incroyable, hein, cette organisation. Christophe. D'ailleurs, Christophe. Christophe, Oui. moi, je Tu peux envoyer la voudrais vidéo ou vraiment pas? Parce saluer, que Non, Christophe, c'est quoi je ta voudrais vidéo? d'ailleurs Parce qu'on- vraiment saluer nos, Ah nos bah, c'est techniciens. les guignols. on reprend. Est-ce qu'on on peut reprend. dire. Attends, tu la gardes ta vidéo pour la prochaine pause pub, Philippe. Ça marche. Samia, on va t'écouter dans un instant. On va reprendre en direct, Le mon Grand cher Forum Destabit. avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Direct sur France Maghreb 2 et sur Facebook en live. Merci d'être avec nous avec ce soir Philippe Bouriaki depuis Orly. Il n'est pas dans son jardin ce soir? Si. Ah si, pardon, j'avais pas vu. Monsieur Mehdi Chebaiki qui lui est dans sa voiture et qui n'a toujours pas été contrôlé depuis qu'il est parti depuis le début de cette émission, donc tout va bien. Mais que fait la police? Tu Que donnes fait la mon- police? En gros, tu donnes Mais pas mon nom, moi, mon prénom, et tu donnes mon nom, mon prénom, et tu dis que je suis en voiture à l'antenne. Bah bravo, merci Christophe. C'est ça. beau, Et dans ça. quel secteur? Dans le secteur de Saint-Priest, Vénissieux Saint-Priest. Voilà, messieurs de la Venez me police chercher. du Venez Rhône, me chercher. Une Fiat Panda n'hésitez rouge. pas à les contrôler. Une Fiat Panda Cet rouge. individu. Voilà. Madame Samia Chiki qu'on a retrouvée aussi. Comment ça va, ma Samia? Ça va très bien, Christophe, je te remercie. Et toi? Oui, très très bien. Hicham Terak aussi est de la partie et à la Ouais, maison. salut. Euh, Ça va ou quoi? et puis Ouais. Abdestabitash et Philippe Poyaki. Et nous serons dans quelques minutes avec Idriss Aberkan, notre invité exceptionnel en direct. Vous pouvez commenter, partager, liker sur Facebook en live et bien sûr sur France Maghreb 2, nous écouter au travers des différentes fréquences FM et bien entendu l'application Maghreb 2, bien sûr. Un petit mot, on a perdu une grande personnalité du monde du sport, Michel Hidalgo, qui nous a quitté, Hicham Terak.
Ouais, nous a quittés apparemment aujourd'hui. Et en ce moment, j'ai l'impression que chaque jour entraîne son lot de personnes qui nous quittent, mis à part ceux qui sont concernés directement par le virus. Mais bon, c'est une figure emblématique du sport français, faut dire ce qui est. Donc, bon vent, comme on aime bien dire. Hein. Ouais. Alors, ce que je propose, ma chère Samia, si tu es prête, on va faire ton avis tranché en attendant notre invité Idriss Aberkan. Et on passera aussi au zapping parce qu'on a quelques vidéos à vous montrer. Tout à l'heure, les coups de gueule et coups de cœur en fin d'émission. Et sans oublier, à ne pas louper, le pire et le meilleur du web avec Philippe Boyaki tout à l'heure, un peu avant 20h, pour nous régaler et histoire de terminer en sourire cette émission. Samia Chiki, un invité tranché qui a pour titre À nous répéter qu'on est en guerre. Très bien. Samia Chiki, avis tranché dans le Grand Forum en direct sur France Maghreb 2 et en Facebook Live sur France Maghreb 2 et Christophe le Grand Forum. À nous répéter qu'on est en guerre. Chloroquine, Pacianodine ont interdit l'accès. Le peuple désespère dans cette ambiance si délétère. Polémique autour d'un esprit vif qui vous pique, prétendant qu'il manque d'éthique. Didier, fanatisé, il n'en demande pas tant. Pourtant, cette molécule pendant que vous étiez dans votre bulle, en vente libre sur les étalages de votre pharmacien, anti-paludéen, Pacianodin. Espoir de l'Afrique, quand c'est pour le fric, il n'y a plus d'éthique. Vous dites guerre pour ne pas déplaire, se taire pour un moment, soigner tous ces mourants. Aux armes citoyens, on veut de l'anti-paludéen. Des essais européens, on ne vous croit plus, on n'oublie pas nos frères italiens. Combien de morts encore, avant de reconnaître vos torts. Mettez en berne vos stratégies économiques. L'heure est à la santé, cessez vos polémiques. Chloroquine, Pacianodine, beaucoup ne veulent plus la mettre en sourdine. Avez-vous oublié l'art de la guerre? Lorsque le coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour se boucher les oreilles. Alors, on vous le rappelle ici encore, le peuple veille. Bravo. Waouh, bravo. Samia Chiki, merci beaucoup. Réaction, Mehdi Chebaiki. Ah, bravo, les mots sont justes, percutants et la fin laisse à réfléchir, j'aime beaucoup. Merci, Ouais, Mehdi. je sais que t'aimes bien quand on réfléchit, Mehdi. T'es pas le dernier. Hein. Hicham Terak, réaction de ta collègue Samia Chiki. Écoute, j'ai bien aimé l'intonation, il y a un beau timbre de voix. J'ai aimé l'interprétation aussi. Hein. Je la prends dans mon équipe. Voilà. Un peu The Voice. Merci, Hicham, merci. Très bien. Philippe, tu es fan? J'adore. Ouais, très bien. J'adore. Pas d'autres mots. Monsieur Absnabitash. Écoute, très bien, comme à son habitude. Alors, elle nous habitue à cette qualité. Hein. Moi, je lui donne un 10. Un 10? Ah oui, on est à l'école des fans. Ça y est, on distribue les notes. C'est parfait. The Voice, c'est The Voice. Bon, il faut qu'on parle d'un autre sujet, les amis, parce que c'est important. Vous savez que la polémique Didier Raoult se poursuit et ça a pris apparemment une nouvelle tournure aujourd'hui. Il semblerait, vous me contredisez si je me trompe, que le gouvernement ait accepté, peut-être sous une certaine pression, les expérimentations du traitement du médicament de Didier Raoult. Ton avis sur le personnage, Mehdi? Est-ce que je dois vraiment parler du personnage? Est-ce que ta question concerne vraiment le personnage? Le personnage, parce qu'il est important, il provoque, il crée aussi beaucoup de réactions, et sur sa méthode, sur son étude, utilisée par beaucoup de pays, rappelons-le. Voilà, alors il semblerait, je veux pas me prononcer sur le fond, chloroquine ou pas chloroquine, parce que je suis loin d'avoir les compétences de pouvoir juger de cela. Par contre, sur la forme et la méthode, il y a des choses, il y a des leçons qu'on peut en tirer. On est là face à un professeur qui a bien entendu le discours de Emmanuel Macron, notre président, lorsqu'il a parlé de guerre, et qui propose une solution pour faire la guerre immédiatement, une solution de réactivité. Reste à savoir si les armes proposées vont marcher, mais là n'est pas la question. Qu'est-ce que proposent les autres? C'est ça vraiment qui est important. C'est pas tellement Raoult, c'est que proposent les autres. Face à un vide abyssal, à un vide intersidéral de solutions, on a une personne qui propose
une tentative de soin, une tentative de médication. Or, que se passe-t-il? Levier de bouclier des vieilles élites, levier de bouclier d'un système, parce que ce monsieur a l'air un peu anti-système. Il faut encore rappeler que son institut n'a pas été financé, en tout cas très peu par la France, de ce que j'en ai compris, mais ce monsieur a été chercher des financements en Europe. Donc, sur le personnage, on peut sentir quand même un brin d'orgueil. C'est quelqu'un qui a des compétences, pourquoi pas. Mais c'est surtout les gens qui sont face à lui qu'il faut analyser, pas tellement M. Raoult, parce que le professeur Raoult, lui, fait ce qu'il peut et propose quelque chose, et c'est déjà pas mal. Très bien. Alors, on a un tweet que je viens de vous envoyer, les amis techniciens, si vous pouvez le mettre à l'écran, de Didier Raoult, qu'il a fait cet après-midi. Dans le cadre de l'urgence sanitaire, la chloroquine peut être prescrite au traitement du Covid-19. Merci à Olivier Véran pour son écoute. Donc, il semblerait qu'enfin, il se soit parlé et que peut-être cette méthode soit utilisée à titre expérimental à plus grande échelle, Samia, si j'ai bien compris. Alors complètement, donc il y a un décret qui était tombé déjà le 23, mais qui a été modifié donc hier et donc il est disponible depuis ce matin. Donc par contre, il y a des précisions, donc il n'y a pas de prescription du Plaquenil par les médecins en ville, ça c'est important de le savoir. C'est toujours fait donc par des maisons médicales ou des centres hospitaliers. Et puis également, donc la délivrance est limitée dans les pharmacies. Elle est limitée uniquement pour certaines indications médicales, telles que la polyarthrite ou alors encore le lupus. Et ils ont rajouté dans le décret l'interdiction de l'exploitation des médicaments à base d'hydroxychloroquine. Donc ici, on montre bien que on risque d'étendre son utilisation dans les centres hospitaliers. Très bien. Hicham Trek, rapidement, une réaction sur ce qui s'est passé aujourd'hui et visiblement la méthode de Raoult qui va être mise à plus grande échelle. Écoute, pour moi, respect à ce professeur. Franchement, respect. Moi, j'aime ces personnes qui sont un petit peu... alors, il est dans le système, même s'il a une image de non conventionnel. Mais quoi qu'il arrive, c'est que ce mec-là, en fin de compte, donc on a compris qu'il y avait des galères, il y avait des rivalités, il y en a partout, mais elles sont quand même, elles peuvent être malheureusement fatales. Et ces rivalités-là font qu'aujourd'hui, on a une personne qui a réussi à mettre en lumière les lacunes d'un système. C'est exactement ce que disait, je crois que c'est Mehdi qui disait ça. On est dans une politique de guerre apparemment. Donc, on parle de pandémie, bien sûr, mais on est dans une politique de guerre, dans une philosophie de guerre, mais on n'a pas les moyens et l'attitude d'un soldat face à justement l'épreuve à traverser. Et en fin de compte, ce professeur-là, contre vents et marées, a réussi, pour moi, je dis bien, il a réussi à faire plier un système. Et peut-être des lobbies. Tiens, une information pour toi, Mehdi. Le G20 annonce débloquer 5 000 milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus. Le G20 annonce débloquer 5 000 milliards de dollars? Oui, alors je vérifie la somme, mais visiblement c'est ça. Non, mais beaucoup d'argent en tout cas. C'est tout à fait plausible. Faudra parler des milliers de milliards qui ont été débloqués en quantitative easing, c'est-à-dire en planche à billets depuis 2008, et quels ont été leurs effets. C'est bien beau. Là, en fait, on réutilise. Bon, c'est pas le sujet duquel on parle aujourd'hui. 5 000 milliards de dollars, c'est ça. Oui, à l'échelle mondiale, mais on a déversé bien plus depuis 2008 en création monétaire. Donc, quels ont été les effets jusqu'ici, à part engraisser pendant 10 ans les marchés qui se sont gavés jusqu'à il y a très peu. Sur l'économie réelle, j'ai pas vu vraiment de bénéfice de cette création monétaire. Là, on nous dit... En fait, ce qu'ils font aujourd'hui, ils ont raison de le faire aujourd'hui. Mais le problème, c'est que c'est comme un médicament. Aujourd'hui, ils prescrivent un médicament, mais ce médicament, hélas, il est prescrit déjà depuis 15 ou 20 ans. On l'a utilisé alors qu'il n'y en avait pas besoin. Et j'ai bien peur que le corps financier se soit habitué à ce médicament et que ça n'ait pas plus d'effet que cela. Merci Mehdi. Alors, je vous propose à 19h03 sur France Maghreb 2 en direct également sur Facebook, en live sur France Maghreb 2, Christophe le Grand Forum, d'accueillir notre invité exceptionnel. Je le remercie d'être avec nous ce soir, monsieur Idriss Aberkan. Bonsoir Idriss Aberkan. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue en direct sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Forum.
Vous faites beaucoup parler de vous en ce moment, Monsieur Aberkan. C'est pas d'aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un. Alors, si je commence par vous dire que l'Express fait un papier assez tranchant sur vous, je dirais que c'est bien parti pour vous. Absolument. Vous suscitez beaucoup de réactions. Vous êtes né le 23 mai 1986. Vous êtes un conférencier et essayiste français. Vous êtes également très médiatisé. Vous faites des vidéos comme vous l'avez fait d'ailleurs dernièrement avec des millions de vues à chaque fois. Pour vos également et pour vos différentes Qu'est-ce que l'économie de connaissance, Monsieur Aberkan? Alors, l'économie de la connaissance, elle est encore plus importante maintenant, vous voyez, parce que aujourd'hui, la seule chose qui nous empêche de prendre des décisions face à une crise qui fait 2200 morts par jour aujourd'hui. Hein. Quand j'ai commencé ma vidéo en soutien au professeur Raoult, on était à 1300 morts par jour. Aujourd'hui, on est à 2200 morts par jour. Et la seule arme qu'on avait contre ça, c'était la connaissance. Il n'y en avait pas d'autre. C'était la seule arme. Et donc, l'économie de la connaissance, elle n'est pas nouvelle. Hein. L'être humain échangeait des savoirs bien avant d'échanger quoi que ce soit d'autre. C'est d'ailleurs la première économie de l'histoire, en fait. Hein. Avant même d'échanger de l'huile d'olive ou des sacs de blé ou de la monnaie, l'être humain échangeait comment faire du feu, comment tailler un silex, comment chasser, quels champignons étaient toxiques ou pas. Et ça, c'était du savoir, de la connaissance. Donc, l'économie de la connaissance, non seulement c'est l'avenir, et on le voit d'ailleurs, quels sont les pays qui ont le mieux réagi à la crise du coronavirus? C'était les pays qui étaient les plus investis dans l'économie de la connaissance. Hong Kong, Taïwan, Singapour, la Corée du Sud et le Japon. Les pays qui étaient les plus investis dans l'économie de la connaissance ont réagi au plus vite. Alors, c'est évidemment pas la seule raison. C'était des pays qui avaient été vaccinés politiquement par le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, mais qui les a vaccinés en termes de connaissances, justement. Ils avaient acquis des savoirs, ils avaient acquis des connaissances uniques en réponse de crise qui les ont mis à l'abri. Hein. Songez, à Hong Kong, il n'y a eu que 2 morts. À Hong Kong, il n'y a eu que 2 morts. À Taïwan aussi. En Italie, on est par milliers maintenant. Donc, l'économie de la connaissance, qu'effectivement, je prêche, entre guillemets, depuis maintenant plus de 6 ans, est encore plus valable aujourd'hui parce que la seule arme qu'on a contre ce genre de situation, c'est le savoir. Oui. Alors, on parle aussi de neurosciences. Et pour être tout à fait complet, c'est l'économie de la connaissance et neurosciences. Que veut dire toute cette combinaison? Alors, non, j'ai pas fait cette combinaison. Elle s'est faite au fil du temps. Moi, ce sur quoi je travaille, c'est la neuroergonomie, effectivement. La neuroergonomie est une science qui a été développée par l'US Air Force dans les années 70 pour permettre à ses pilotes de mieux réagir. Et l'idée était très simple, c'était que notre cerveau, on peut vraiment le voir comme une main. Et notre main, elle a une certaine ergonomie. Vous voyez, notre main, elle a une certaine ergonomie. Il y a des choses qu'elle peut attraper, il y a des choses qu'elle ne peut pas attraper. Par exemple, dans notre corps, on ne peut pas se toucher le poignet avec le petit doigt. On ne peut pas non plus se lécher le coude. Ergonomiquement. Attendez, j'essaye. Ouais, tout le monde va essayer de l'écouter là, mais ergonomiquement, c'est pas possible de se lécher le coude. Alors ça, c'est rigolo pour le corps, mais dès qu'on s'intéresse à l'ergonomie du cerveau, c'est-à-dire ce qui est possible de mémoriser, ce qu'il est possible d'apprendre, quelles décisions il est possible de prendre, c'est super intéressant parce que la neuroergonomie s'intéresse beaucoup aux décisions. Or là, en ce moment, on a vu que les décisions collectives n'étaient pas forcément les plus intelligentes. Alors, la neuroergonomie s'intéresse à la prise de décision individuelle. La science de gestion s'intéresse à la prise de décision collective. Et moi, effectivement, j'ai passé mon doctorat à l'École Polytechnique en France sur la neuroergonomie de la science de décision, enfin, ce qu'on appelle le knowledge management. Donc, effectivement, c'est une période profondément intéressante pour tous ces sujets. L'Express vous accuse d'avoir gonflé votre CV. Qu'avez-vous à répondre à ce genre de journaliste? Comme vous l'avez dit, c'est un genre de journaliste, mais ce genre d'attaque monore, ils ont fait tout un tas d'erreurs, ils n'ont pas respecté la charte de Munich. J'ai vu dernièrement qu'on reprenait beaucoup la méthodologie dans les articles scientifiques. Si on avait pris la méthodologie sur le dit article de l'Express, le pauvre ne passait pas le moindre test de journalisme. Malheureusement, l'Express en l'occurrence est un journal en situation financière catastrophique qui a besoin absolument de vendre énormément de papier. Et donc, un peu de buzz sur vous, quoi. Pardon? Un peu de buzz sur vous, sur votre nom.
Oui, et ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs, parce que c'est ce qui a permis de vendre le livre. En réalité, vous savez qu'il y a même des journalistes belges qui m'ont frontalement demandé si j'avais pas organisé cette attaque moi-même. Si vous savez, François Mitterrand s'était kidnappé lui-même, je crois dans les années 60. Oui, c'est vrai, Il l'observatoire. il avait organisé sa disparition lui-même pour faire parler de lui. Et donc, j'ai eu pendant un point presse en Belgique des journalistes belges qui m'ont demandé les yeux dans les yeux si j'avais pas organisé tout ça pour faire du buzz. J'aurais dit, bah, pas du tout. Mais, attendez, vous foutez pas de nous. Votre livre a cartonné juste après ces attaques. Je dis, bah, écoutez, mais oui, c'est comme ça. Enfin, c'est le monde dans lequel on vit, quoi. Et on peut pas faire les choses autrement. Donc, je déplore que l'Express se soit complètement humilié en pratiquant de la fake news, parce que c'est très clairement de la fake news, mais en même temps, ça m'a énormément servi, ça c'est certain. Je peux le dire aujourd'hui. Avant de vous laisser entre les mains, camarades ici présents, que vous voyez d'ailleurs, Idriss Aberkan, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes quand même l'auteur d'un essai à succès sorti en 2016 qui s'appelle « Libérer votre cerveau ». Comment vous expliquez qu'il ait aussi bien marché celui-là ? Il y avait, l'autre aussi a très bien marché d'ailleurs, mais c'est vrai que le premier bouquin a été traduit en... L'âge de la connaissance ? Ouais, le premier bouquin a été traduit en 9 langues, chinois, coréen, russe, japonais, etc. Et oui, bon, il y avait un besoin. Il y avait un besoin, c'est-à-dire que moi, je parle beaucoup de la corruption académique, je parle beaucoup de ce qu'il faudrait faire bouger dans l'éducation, et j'ai absolument pas peur de la controverse, vraiment. C'est un point très important à notre époque. Si vous avez peur de la controverse, vous ne pouvez plus rien faire avancer. Or, ce bouquin a clairement mis un coup de pied dans la fourmilière. Et pas qu'en France. S'il a été traduit en Chine, au Japon et en Corée, c'est pas pour rien. S'il a connu un grand succès en Russie, c'est pas pour rien non plus. Donc, il fallait mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et la raison pour laquelle il a aussi bien marché, c'est qu'étrangement, ça aurait dû être fait plus tôt. Ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Alors, je suis très loin d'avoir été le seul. Je vais saluer ma collègue Céline Alvarez, qui a fait un extraordinairement bon bouquin sur la partie, disons, maternelle et primaire, et qui, elle aussi, a connu un énorme succès. Et donc, ça prouvait qu'il y avait un besoin, quoi. Votre nouvel essai, c'est un florilège de poésie. Il s'appelle I. Alors, vous parlez, c'est pas un essai. Du coup, effectivement, je sors un nouvel ouvrage qui s'appelle I et qui est le fruit littéralement de 14 années de travail. J'ai commencé à écrire ces poèmes quand j'étais à Stanford en 2006-2007. Et puis, petit à petit, ça m'a mené à une thèse de littérature comparée à l'Université de Strasbourg, dans laquelle j'ai voulu démonter la notion de clash des civilisations, et donc dans lequel j'ai voulu montrer qu'il existait des influences orientales dans quasiment tous les textes importants ou chez tous les auteurs importants de la grande littérature occidentale, que ce soit Edgar Poe, T.S. Eliot, Dante, etc. Et en fait, en parallèle, j'écrivais pour tester ma théorie, puisque cette thèse de littérature était avant tout une théorie. J'ai écrit des poèmes d'inspiration soufie, et ils ont été compilés par un excellent éditeur que je salue, à Paris, et qui a sorti ce grand bouquin qui s'appelle I. D'accord, c'est un florilège de poésie. Donc ce sont des poésies, absolument. C'est un recueil de poésie. Et ce sont aussi des essais de critique littéraire. Très, très bien. Une question que je me pose avant de laisser mes camarades vous questionner, Monsieur Aberkan. Pourquoi vous êtes aventuré à aller sur le terrain de la polémique du moment, de Didier Raoult? C'est pas vraiment votre champ d'action, on va dire? Au contraire, c'est totalement mon champ d'action. Au contraire. La prise de décision en situation informationnelle incomplète est vraiment, là pour le coup, ma spécialité académique. C'était ce sur quoi j'avais fait ce doctorat. Et c'est pour ça que je l'ai rappelé même dans la vidéo YouTube qui a fait 1 million de vues en 24 heures sur le sujet, où il fallait soutenir... Incroyable. J'ai clairement dit, il y a un point que personne n'a abordé et qui est pourtant fondamental. C'est que dans une guerre, et on parle bien de guerre, et bien sûr Emmanuel Macron a parlé de guerre aussi, l'information est toujours incomplète. Et donc, tous les premiers de la classe qui se sont précipités pour rappeler que l'information était incomplète ont forcé des portes ouvertes. Et ils ont gaspillé un temps précieux, puisque nous sommes à 2200 morts par jour. 2200 morts par jour dans le monde à l'heure où je parle.
Donc, en réalité, mon sujet de spécialité, prise de décision en situation d'information incomplète, eh bien, était parfaitement illustré par la situation. Alors, les situations d'information incomplète sont toujours impossibles pour les premiers de la classe. Parce qu'un premier de la classe, on lui a appris pendant, disons, 10 ans, à aller chercher des sources d'informations qui sont sur étagère. Il va à la bibliothèque, il va voir le prof. La vérité pour un premier de la classe est quelque chose de révélé, qui est parfait et qui arrive parfait. Ça, c'est la situation scolaire. Mais la situation de la vraie vie, c'est l'inverse total de ça. Dans la vraie vie, on est obligé de prendre des décisions en situation d'information incomplète. Et les premiers de la classe, en situation d'information incomplète, eh bien, immédiatement, ils vont lever le doigt pour dire « Madame, l'information n'est pas complète ». C'est une tautologie, c'est évident, c'est quelque chose que n'importe quel général sait. Et deuxièmement, ils vont attendre que l'information soit complète. Or, il y a un problème que tous les généraux savent à la guerre, c'est que dans n'importe quelle situation de guerre, en début de bataille, on a peu d'informations et peu de morts, et en fin de bataille, on a beaucoup d'informations et beaucoup de morts. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'est une règle de la crise qui remonte à Hannibal. Vous observez les guerres puniques, vous observez la façon dont Hannibal a gagné toutes ces batailles de la péninsule ibérique à l'Italie. Systématiquement, c'était en prenant des décisions dans des situations d'information incomplètes, en se déplaçant la nuit et en obtenant le maximum d'informations qu'il pouvait, notamment par la corruption, puisqu'il corrompait beaucoup d'officiels et beaucoup de Celtes et de Gaulois avec les mines d'argent qu'il avait en Espagne. Donc, le point essentiel, c'est que dans toute guerre, il y a ce que Clausewitz appelait un brouillard de guerre. Et le brouillard de guerre, c'est la réalité que l'information n'est jamais complète en temps de guerre. Et que tous les crétins, pardon d'utiliser ce terme, mais crétin est vraiment le mot. Et d'ailleurs, Nassim Nicolas Taleb les appelle carrément des idiots. Il les appelle les IY, intellectual yet idiot, I-Y-I, intellectuels mais idiots, qui se sont précipités pour dire « Madame la maîtresse, les informations sont incomplètes », n'ont absolument rien apporté au débat. Dans une situation de guerre, l'information est toujours incomplète. Monsieur Aberkan, comment vous qualifiez la communication gouvernementale en France ici de cette crise du Covid-19 ? Criminel. Criminel. Le mot est fort. Non, à 2200 morts par jour dans le monde, le mot n'est pas fort. Criminel. On a eu une porte-parole du gouvernement qui nous a annoncé en France que les masques ne servaient à rien et qu'ils devaient être réservés aux professionnels, alors qu'à Singapour, 67% des foyers avaient collecté leurs masques le 27 février. C'est criminel. Le masque est à l'épidémie ce que le préservatif est au sida, et le gouvernement, en n'ayant pas de préservatif, nous a dit qu'il ne servait à rien. C'est criminel. Criminel. Donc c'est comme ça que vous définissez la stratégie de communication du gouvernement. Là, en n'étant pas de confinement, Monsieur Aberkan, on a l'impression que finalement, on nous ment sur le chiffre des morts. Pourquoi ? Parce que les chiffres qu'on nous annonce chaque soir, ce sont des chiffres qui émanent des hôpitaux et uniquement des hôpitaux. Et la situation est extrêmement grave et inquiétante concernant les EHPAD, les maisons de retraite, où là, on a des morts par dizaines. Comme je vous le disais, à la guerre, la première victime, c'est la vérité. Les nombres de morts sont une donnée qui est beaucoup trop stratégique pour que toute la lumière soit faite sur elle. C'est beaucoup trop stratégique de donner, d'informer sur le nombre de morts, même dans le monde. Parce qu'on a les bourses qui dévissent en ce moment, totalement. On est face à la pire crise financière de tous les temps, devant les crises financières même du XVIIIe siècle, devant John Law, devant la crise de 48, devant la crise de 29, devant bien sûr la crise de 2008. On est face à une crise financière qui va être simplement la pire depuis que l'homme pratique la finance. Face à ça, balancer les chiffres des morts, même en Chine, où on sait que les chiffres ont été truqués aussi, ne peut pas être systématiquement transparent. Donc, bien entendu, on ne peut pas faire confiance. Alors, dans le cas français, malheureusement, l'État français a une très longue tradition de mensonges sanitaires. Je parle de l'affaire du sang contaminé, je parle de la contamination après l'incident de Tchernobyl, je parle de tout un tas d'autres scandales académiques récents du type l'amiante à Jussieu et puis bien sûr le charnier de Paris Descartes.
Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que les chiffres soient systématiquement justes. Et effectivement, le cas des EHPAD, à mon avis, n'est que l'arbre qui cache la forêt. Absolument. Idriss Aberkane, vous comprenez pourquoi il n'est pas invité fréquemment sur BFM TV et sur les chaînes d'infos en continu, car le discours qu'il tient, évidemment, il a toute sa place ici, dans le grand forum, sur France Maghreb 2. Monsieur Aberkane, je vous laisse entre les mains de mon équipe dans un instant que je vais vous présenter, juste après une petite pub, parce qu'on a les impératifs, évidemment. Heureusement, il en reste quelques-unes durant ce confinement. Pub du côté de la radio. On reste en live sur Facebook pour voir un petit peu les commentaires, parce que vous avez été beaucoup attendus par nos auditeurs tout au long de cette journée auditeurs. Pub, direction le studio, et on est de retour très vite avec Idriss Aberkane, notre invité exceptionnel aujourd'hui. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Aberkane, merci. On est en direct, en live, avant de reprendre notre direct sur l'antenne de France Maghreb 2, d'être avec nous ce soir. Je vous présente mon équipe. Il y a Mehdi Chebaiki qui est à Lyon, Samia Chiki, Hicham Terak, Abdeslamitash et Philippe Boyaki, équipe qui m'accompagne ce soir et qui ont été ravis que vous soyez là ce soir. Le mot est fort lorsque vous dites criminel. Écoutez, criminel, c'est Macron, c'est quoi? C'est tout le gouvernement? J'ai pas compris. Là, on est sur antenne ou pas? Vous êtes Non, on est en live sur Facebook. D'accord. Ouais. Écoutez, non, c'est dès qu'il y a des morts. L'affaire du sang contaminé, c'était criminel pour vous ou pas? Oui, entendu. Clairement. Bon, bien voilà, sûr. Vous avez répondu oui. Bon, bah voilà. On a plus de morts que l'affaire du sang contaminé, oui ou non? Ouais. Ah oui, oui. Bon, bah voilà. Je vous laisse répondre vous-même à cette question. L'affaire du sang contaminé est une affaire d'État criminel dans laquelle des coupables n'ont pas été correctement jugés. Alors je pense. Ah non, pardon, excusez-moi, monsieur Aberkane, des responsables, pas des coupables. C'est vrai que le terme qui a été utilisé était responsable, mais pas coupable. Alors il y a eu quelques coupables. Voilà. Il y a eu des gens, il y a eu quelques coupables, il y a eu des gens qui ont fait de la prison. C'était des lampistes et c'était des. Voilà, les seconds couteaux. Pardon? Oui, les seconds couteaux, oui. Voilà. Mais donc, il y a eu des coupables. Bon. Mais il y a eu des responsables, mais pas coupables, effectivement, comme Jacques Biot, hein, que j'épingle, parce que le type a quand même fini président de Polytechnique, et puis il a fini chez Huawei. Enfin, on est quand même, on nage en plein délire. Un type qui s'est vanté du service à l'État français et qui finit pour les intérêts chinois. Enfin bon. Donc, dans l'affaire du sang contaminé, c'était criminel. Dans l'affaire de la maladie à coronavirus 2019, bien entendu, il y a eu plus de morts, il y a eu plus de mensonges, les conséquences ont été plus grandes, puisque personne n'a été confiné dans l'affaire du sang contaminé. Donc, si vous voulez, bien entendu, c'est une affaire pire que l'affaire du sang contaminé, c'est un fait. Mais est-ce qu'on a peur, est-ce que vous ne craignez pas l'après-crise coronavirus qui risque d'être très compliqué pour l'exécutif? Écoutez, je l'ai mentionné dans plusieurs vidéos, on se rapproche vraiment d'un point de non-retour en France. On se rapproche vraiment, vous savez, la France, enfin Paris, c'est facile à prendre. Et vous marchez sur l'Élysée et la place Beauvau, vous avez pris Paris et vous avez renversé l'exécutif. Et c'est bien entendu pour ça que toute manifestation en France doit déposer son itinéraire. Donc, on peut griller des merguez entre Bastille et République autant qu'on veut, mais si jamais les manifestations et les cortèges font mine de s'approcher de l'Élysée, là, ça tire à balles réelles. C'est ce qui s'est un petit peu passé. Le gouvernement a eu très peur lors des manifestations avec les Gilets jaunes. Absolument. Lorsque il me semble que des portes ont été défoncées au tracteur, plus ou moins au Fenouil. Oui, c'était le ministère de Griveaux. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Donc, en direct sur France Maghreb 2, en direct bien sûr, et toujours en Facebook Live sur France Maghreb 2, Christophe, le Grand Forum, avec notre invité Idriss Aberkane qui est avec nous, auteur de plusieurs essais et notamment le plus grand succès en 2016, même si les autres ont bien marché, Libérez votre cerveau. Avec mon équipe ici pour vous interroger et vous poser des questions aussi, monsieur Aberkane. Mehdi Chebaiki en direct de sa voiture à Lyon a très envie, j'en suis sûr, de vous parler. Oui, très envie, et c'est vraiment un plaisir de vous recevoir dans notre émission. Moi, je commencerai par dire qu'au-delà de la crise sanitaire, on se retrouve avec une crise, je pense, du jacobinisme et du centralisme à la française, tel qu'il n'a pas été éradiqué par la Révolution, justement. On se retrouve un peu, alors toute proportion gardée, mais voilà, on est face à un pouvoir
qui est face à une crise majeure et qui ne sait pas comment, qui ne sait pas sur quel levier utiliser pour faire face, qui ne sait pas, qui est perdu et qui se retrouve à avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche, tâtonner, alors que en ce moment, nous devrions avoir justement un chef de guerre, comme l'a très bien dit notre président. Il l'a dit, mais il ne le fait pas. Et c'est ça qui est dommageable. Mais au-delà de la crise sanitaire et au-delà des morts qu'on peut déplorer tous les jours, j'essaie de voir un peu à demain. Demain, qu'est-ce qui va se passer demain? Et c'est à ça que je réfléchis, parce que pour moi, la crise financière qui ne découle pas de la crise du coronavirus. La crise du coronavirus a été la goutte d'eau, a été le détonateur au milieu d'un baril de poudre qui étaient les marchés financiers depuis un petit moment déjà. On n'a pas fait grand-chose en 2008, finalement, on a laissé couler une banque, et on a sauvé un système à coût de milliers de milliards, justement. C'est pour ça que tout à l'heure, Christophe, lorsque tu parlais du plan du G20 de déverser 5 000 milliards dans l'économie mondiale, ça a été fait. Oui, Ça a été l'annonce, fait, on avait ça n'a- fait tout à l'heure. Voilà, ça a été fait, ça n'a pas réglé le problème. Pourquoi? Parce que la planche à billets, c'est un one-shot. C'est une balle qu'on met dans un pistolet, on peut l'utiliser une fois pour faire redémarrer la machine. Si on s'habitue à l'utiliser tout le temps et tout le temps et tout le temps, ça n'a plus aucun effet. On est face à un corps drogué, shooté à la création monétaire. Et là, j'ai bien peur que demain, face à la crise qui nous attend avec l'arrêt des économies, ce soit bien pire. Et là, j'aimerais rebondir sur un sujet que M. Adarkan a abordé souvent. Alors, je le suis dans le cadre de ses vidéos, le biomimétisme. C'est quelque chose qui interpelle, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui amène vraiment à la réflexion. Et je me dis que finalement, on est face sur la monnaie, par exemple, aujourd'hui, on est face à l'équivalent un peu, alors M. Adarkan me dira si je me trompe, mais à la division cellulaire. C'est-à-dire qu'avec $1, on en fait 2, avec 2, on en fait 4, avec 4, on en fait 8. Donc, on est un peu face à ce système de reproduction des cellules. Et quant à la financiarisation et les crises qu'elle entraîne par les marchés mondiaux, c'est des développements viraux. Donc, finalement, est-ce que la réponse ne se trouverait pas dans le biomimétisme? Est-ce qu'elle ne serait pas à chercher de ce côté-là et aller chercher un antiviral pour combattre la financiarisation de l'économie et un antibiotique pour combattre la création monétaire à outrance? La plus longue question de la bande FM. Ah ouais. Bon, alors, oui, bien sûr, vraiment, je le répète, c'est pas une emphase. On est dans la pire crise financière de tous les temps. L'humanité n'a pas connu de crise financière supérieure à celle dans laquelle on est. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en sortir, mais on a créé un effet élastique en 2008 en injectant du cash dans tous les sens, ça n'a pas marché, ce qui fait qu'on n'a pas payé les conséquences de la crise de 2008, on les paye maintenant, et en plus, on a créé une deuxième crise, la crise de 2020, et on les bouffe les deux ensemble. De la même façon que le monde n'avait pas retenu les leçons de la guerre de 14 en 39, et que les conséquences de la paix de 18, enfin 19 techniquement si on prend les Dardanelles, les conséquences de la paix de 19, on les a payées en 39, mais comme on avait aussi payé l'absence de leçons tirées de la guerre de 14, 18, 19. Et donc en ce moment, bien entendu, il va y avoir un reset, quoi. Il va falloir se remettre des choses à plat. Dans le cas français, il est quand même de plus en plus probable qu'on sorte de l'euro. En tout cas, que l'euro meure. L'euro était une aberration économique. Bon, comme beaucoup, j'y ai cru au début, mais quand on voit ce qui s'est passé dans les différentiels de compétitivité entre pays européens, quand on voit ce qui s'est passé dans la balance des paiements, etc., on a rapidement vu que l'euro n'était pas viable et que, comme l'avait très très bien dit d'ailleurs Charles Gave, l'euro allait faire plus de maisons en Espagne, plus d'usines en Allemagne et plus de fonctionnaires en France. C'est exactement le résultat qu'il a eu. Et maintenant, les conséquences françaises pourraient être un retour à une souveraineté nationale qui inclut bien sûr le monétaire. Partant de là, moi évidemment mon rêve, comme je l'ai indiqué dans des conversations personnelles avec le très grand politologue français Pierre-Yves Rougeron, que je salue, qui est selon moi un des avant-gardistes en matière d'analyse politique en Europe, eh bien mon rêve, ce serait que la France soit une république maritime. Elle a la deuxième zone économique exclusive au monde. Elle a des nodules polymétalliques qui représentent, même sans parler encore de biomimétisme, une richesse tangible et immédiate. Et puis, bien sûr, avec ses accès à des points chauds de la biodiversité, la France pourrait, bien entendu, monétiser ses connaissances bio-inspirées de son espace maritime et de son espace en général. Donc, si on faisait un reset sur la France,
avec bien sûr un retour à une monnaie nationale contrôlée et une souveraineté, eh bien la France pourrait repartir vraiment bien plus solide qu'avant la crise, bien plus solide. Il y a une question. Idriss Aberkan. Oui, Alors, il y a question, Il y a allez-y. une question de nos auditeurs. Pensez-vous que les crypto-monnaies vont jouer un rôle important dans ce reset économique? Alors malheureusement, important, non. On le voit sur le Bitcoin. Dans un moment d'incertitude comme celui-là, eh bien, tout le monde s'est remis sur le Bitcoin plutôt que sur les autres monnaies. Même l'Ethereum n'a pas beaucoup grimpé. On aurait pu s'attendre à ce que l'Ethereum parte à 1000, 2000 dollars. Et on est sur un Ethereum à 130. Tout s'est concentré sur le Bitcoin qui doit être, à l'heure où je parle, sous les 6008 en dollars. Et en réalité, les crypto-monnaies, en un sens, ont un peu déçu face à cette crise parce que les États ne les ont pas encore adoptés, en réalité. C'est ça l'idée. Il faudrait que les États les adoptent de façon sincère, de façon directe. Là, ça serait génial. Là, on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Alors, Monsieur Aberkan, ici avec nous en direct ce soir. J'aimerais vous montrer une vidéo que vous puissiez commenter juste derrière. On en voit. Quand vous voulez. On n'a pas de son. Alors, moi, je l'ai déjà vu à part On n'a ça. pas de son. Oui. Allez-y, Monsieur Aberkan, puisque vous l'avez déjà vu. Donc, je recommande à vos auditeurs d'aller la voir. Hein. C'est un épisode des Guignols sur les laboratoires pharmaceutiques. Et avec le fameux Monsieur Sylvestre qui est famille, machin, tout ça. Et alors, je ne sais plus sur quelle crise c'était, si je ne me gourre pas, mais. La grippe aviaire. Ouais, c'est ça, d'accord. Et tout était dit, effectivement. Parce que là, voilà, tout était dit. On voit intervenir beaucoup de gens sur le professeur Raoult en ce moment. On a eu Karine Lacombe qui a dit que c'était un scandale ce qu'il pratiquait à l'hôpital de Marseille, sans aucun argument. Hein. Elle a dit que selon elle, c'était un scandale, mais ça a fait le tour du web. Et puis, un peu de temps a fallu pour révéler qu'elle avait bien sûr des intérêts chez les laboratoires Gilead, qui sont partie prenante à la création d'une autre molécule, à la commercialisation d'une autre molécule qui est brevetée, elle, contrairement à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine, qui sont des génériques. Et puis, on a eu plus récemment Xavier Lescure, à l'hôpital Bichat, qui s'est lancé dans une diatribe sans aucun argument. On a juste un type qui a dit « Bon, ce qu'a fait Raoult, c'est la honte de la science ». Mais il n'y avait pas d'argument. Zéro. Ça a fait le buzz, c'était rigolo. Et puis, bon, je suis allé faire ma petite recherche tranquillement sur les déclarations d'intérêt qui sont obligatoires pour les médecins en France. Et puis, j'ai vu, bien entendu, qu'il avait des intérêts chez Gilead, BMS et Abbott, entre autres. Bon. Donc, systématiquement, on a ce que j'ai appelé dans mes vidéos une zététique à géométrie variable. Vous savez, la zététique, depuis longtemps, ça me rappelle énormément le droit d'ingérence. Vous vous rappelez, le droit d'ingérence, c'était génial. On allait s'ingérer dans des pays parce qu'ils faisaient des choses pas bien. Donc, on avait le droit d'intervenir en Irak, en Libye ou ailleurs. Et puis, on a Jean-Pierre Chevènement qui est arrivé, qui a dit « Mais le droit d'ingérence, bande de naïfs, a-t-on jamais vu le faible s'ingérer dans les affaires du fort ?» C'est ça qu'il a posé comme question. Il a dit « Mais a-t-on jamais vu le faible s'ingérer dans les affaires du fort ?» Qu'est-ce que ça va vous donner, le droit d'ingérence? Ça va vous donner le fort qui, bien sûr, rentre dans les affaires du faible, avec en plus l'autorité morale. Et bien la zététique, c'est exactement ça. Tous les zététiciens, que j'ai d'ailleurs invités à commenter Silence Radio, hein, on a eu une bouche close là-dessus. Et ben, tous les zététiciens sont bien entendu à la solde du pouvoir, ou en tout cas favorables au pouvoir, et ils constituent une mafia, je ne peux pas utiliser d'autres termes, et la mafia, elle a une particularité qu'on apprend en criminologie, qui est qu'elle est dure avec le faible et douce avec le fort. La mafia est toujours dure avec le faible et dure avec le faible et douce avec le fort. Donc, on a bien vu que cette belle supériorité morale revendiquée par les zététiciens disparaissait totalement dès qu'il s'agissait de critiquer le pouvoir et dès qu'il s'agissait de critiquer les conflits d'intérêts pharmaceutiques. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, j'ai une question pour M. Aberkan. Oui, je t'en prie, j'allais te laisser la parole, Hicham Terak. Au vu de votre expertise,
votre sens de la... On va dire que c'est une sorte d'autopsie que vous faites par rapport au système, par rapport à ce que vous avez pu produire, vos écrits. Quelle serait d'après vous, je ne dis pas la solution, mais le process pour faire un reset, mais au niveau étatique, au niveau du gouvernement. Vous disiez justement qu'il y avait un souci dans la transmission d'informations au sujet de la prise de décision. D'après vous, là, à l'heure actuelle, en 2020, dans un pays qui se veut être la 5e ou 6e puissance mondiale, avec des lacunes incroyables, d'après vous, quel serait le chemin à emprunter? Alors, je vous demande de vulgariser, s'il vous plaît, de manière à ce que ça soit hyper limpide. Quel serait le chemin à emprunter, justement, pour essayer de redresser la barre ou de reprendre le cap, en tout cas un bon cap? Bon, le général Patton a dit « Quand tout le monde pense pareil, il y a quelqu'un qui ne pense pas ». Une des premières choses à faire, et on l'a vu avec Raoult, c'était qu'il fallait des commissions qui soient très diversitaires en matière de pensée. Il fallait que les gens ne pensent pas tous pareil. Or, qu'est-ce qu'on a vu justement? C'est que toutes les commissions preneuses de décision pensaient toutes pareil. Et elles étaient toutes serviles vis-à-vis du pouvoir. Une servilité totale. Entre le patron de l'INSERM qui se trouve à une servilité qui est aussi une consanguinité. Je veux dire, quand le patron de l'INSERM se trouve être le mari de la ministre de la Santé et qu'il a bien sûr des parties prenantes avec certains laboratoires, on nage non seulement dans le conflit d'intérêts, mais dans la consanguinité, etc. Donc, une des premières leçons, c'était qu'en temps de crise, il faut des esprits atypiques. Raoult était totalement atypique et c'est pour ça qu'il le fallait. C'est pas miraculeux, c'est pas. J'ai dit que c'était un héros parce qu'il résistait à ces gens, mais bon, ce qu'il va faire, ça va aider peut-être une première ligne, mais Raoult tout seul, ça aurait été une catastrophe aussi. Il fallait vraiment une commission qui soit pluridisciplinaire et qui soit pas consanguine. Bon, ça, c'est la première chose. À l'échelle démocratique, clairement, il faut s'inspirer de la Suisse et de l'Islande. La façon dont la Suisse et l'Islande gèrent leur démocratie est clairement quelque chose dont il faut s'inspirer pour la France. Je vais bien sûr citer les travaux de mon ami et que j'admire beaucoup, Étienne Chouard, qui rappelle que ce n'est pas aux gens de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir et que bien entendu, dans un monde où les décisions se prennent non plus au quinquennat, parce que c'est fini le plan quinquennal, il faut arrêter. Dans un monde où les décisions se prennent plus au quinquennat, même plus au trimestre, mais à la semaine, bien entendu, les gens devraient voter plus souvent, bien entendu. Avec leur smartphone, qu'on se foute pas de moi, je veux dire, il y a des gens qui ont des actions dans leur retraite, moi j'ai des actions dans mes retraites, je les regarde toutes les semaines, j'ai mon smartphone, j'ai mon application, boum, je peux regarder, je peux acheter et vendre. Bon, si je peux acheter et vendre une action, évidemment que je peux voter toutes les semaines. Et évidemment que n'importe qui peut voter toutes les semaines. C'est ce que font les Suisses pour les choses importantes. Il faut impérativement que le peuple, qui maintenant est équipé de smartphones, et là on pourrait reparler de blockchain pour suivre les votes, que le peuple puisse censurer une décision gouvernementale et être constitué en assemblée qui prendra des décisions même dans des situations tendues. Donc ça, c'est quelque chose qui doit faire partie du grand reset. Donc des commissions plus pluridisciplinaires où les gens ne pensent pas tous pareil, c'est le grand problème qu'on a eu, c'est que tout le monde pensait pareil, et que les premiers de la classe ne savent pas prendre des décisions en temps de crise. Je ne le répéterai jamais assez. Les premiers de la classe sont des cancres en temps de crise. C'est les pires. En temps de crise, surtout pas leur confier une décision. Vous allez à la catastrophe si vous faites ça. Donc, c'est pour ça que dans les commissions, il ne fallait pas que des premiers de la classe. D'accord, je sais très bien. Justement, dans ce fameux reset, si on l'emprunte, est-ce qu'on... Pardon, Hicham, juste parce que les chiffres viennent de tomber, c'est important. On les scrute de près. Ce soir, à l'heure où nous parlons, en ce 10e jour de confinement, nous en sommes à 29 155 cas confirmés en France, dont 3 375 en réanimation et 1695 morts, dont une ado de 16 ans en Île-de-France. On est à 365 morts en 24 heures. Oui. Ce sont là les chiffres officiels. Donc après, qui émanent uniquement des hôpitaux, rappelons-le. Voilà, on ne va pas discuter du sens du mot criminel. Ouais, je suis d'accord. Justement, je rappelle 365 en 24 heures. Je rappelle qu'il n'y a eu que 2 morts à Hong Kong et 2 morts à Taïwan. Je rappelle que Taïwan et Hong Kong, ensemble, qui sont beaucoup plus denses et qui étaient beaucoup plus exposés, n'ont eu que 4 morts. Je comprends. Monsieur Aberkan, justement, je vais vous faire appel à votre allez, on va dire créativité ou votre projection vers l'avant. Avec le modèle de société qu'on vit à l'heure actuelle, qu'on pratique, je dirais,
comment voyez-vous le futur de nos sociétés dites évoluées? On voit, c'est Nassim Nicolas Taleb, je vous recommande vivement de le lire. Nassim Nicolas Taleb l'a très bien décrit ce futur. Il a parlé de localisme. Il a parlé en fait d'avoir différents niveaux d'organisation. Il va falloir. La planète est vraiment de plus en plus comparable au cerveau. Dans le cerveau, on a le neurone qui est organisé en population, qui est organisé en tonneaux, qui est organisé en aires, qui est organisé en lobes, etc. Puis ça nous fait le cortex. Le monde, c'est pareil. On a le quartier, ensuite on a la ville, ensuite on a la région, ensuite on a le pays, ensuite on a le continent, ensuite on a le monde. Et ces niveaux d'organisation ont été affaiblis à l'échelle, dans le déroulement de la mondialisation. La mondialisation n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est même en fait une opportunité majeure. Et on le voit, même aujourd'hui, en pleine crise du coronavirus, quelle est une opportunité majeure pour les échanges de connaissances, pour la solidarité. Quand on a des Chinois qui envoient en très peu de temps des masques aux Italiens, on voit tout ce que la mondialisation peut produire quand elle est saine. Mais en même temps, il y a eu toute une folie dans la mondialisation de croire qu'en fait, on allait s'arrêter au niveau monde. Alors, en tant que neuroscientifique, je peux vous le dire, si vous faites ça, c'est comme si vous passiez le cerveau au mixeur. Vous prenez un cerveau, vous le mettez au mixeur. Vous aurez juste une soupe de neurones. Ça ne sera plus assez un cerveau. Le monde, c'est la même chose. Il ne faut pas que ce soit une soupe de 7 milliards d'humains. Si c'est une soupe de 7 milliards d'humains, ça ne marchera pas. D'accord, très bien. Je souhaiterais donner la parole à Samia Chiki, qui a certainement aussi des questions à poser à notre invité ce soir, Idriss Aberkane. Oui, bonsoir Monsieur Aberkane. Moi, j'étais un petit peu sceptique au début quand j'ai vu que vous aviez donc fait une vidéo sur le docteur Raoult. Et puis, finalement, en la regardant, j'ai apprécié l'angle que vous aviez abordé, puisque vous aviez clairement évoqué et dénoncé donc ce que vous appelez la corruption académique. Et moi, cet angle-là m'intéresse, puisque vous parvenez donc encore une fois à vulgariser donc ce sujet donc intéressant autour des études de Raoult. Est-ce que vous pourriez nous apporter un peu plus de précision sur ce que vous appelez cette corruption académique? Bien, la corruption académique est un phénomène ancien en réalité. On trouve dans les temps anciens, au Moyen-Âge, on trouve le terme furor academicus dans, je crois que c'est le Oxford English Dictionary, donc furor academicus déjà à l'époque. Ensuite, bien sûr, Bourdieu a fait un livre entier dessus qu'il a appelé Homo academicus. On a eu Foucault qui en a parlé abondamment et qui a dit en réalité, le monde académique a énormément de points communs avec une prison, en particulier sur l'existence de gangs, etc. Et donc, j'ai fait que rappeler ça parce qu'on l'avait oublié, c'est-à-dire qu'on idéalise totalement le monde universitaire. Il y a une idéalisation qui est totale. Et on ne pense pas que des gens, alors une minorité, j'insiste, mais malheureusement, le virus aussi, c'est une minorité de votre masse, et pourtant il peut vous tuer. Et donc la corruption académique est bien sûr minoritaire, mais elle peut tuer le monde universitaire. Et elle peut le tuer rapidement. Donc c'est un ensemble de comportements qui sont scandaleux, qui sont parfois illégaux, parfois immoraux, souvent antiscientifiques. Intimidation, rigueur intellectuelle à géométrie variable, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui a été reproché par exemple au professeur Raoult. Vous mettez ça, je peux vous citer des noms d'universitaires, vous faites la même méthodologie sur leurs travaux et vous allez voir exactement les mêmes choses. Prenez un article du très réputé Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France, analysez la puissance statistique de cet article et vous verrez que Raoult à côté c'est un bon élève. Le fait que certains chercheurs publient dans les revues des copains, mais ça, c'est évidemment, enfin, de tous les chercheurs français publient au moins une fois dans leur carrière, j'exagère à peine. Donc, en réalité, la corruption académique, d'une part, elle existe bien entendu quand vous avez des comportements de harcèlement, d'intimidation, comme ça s'est passé avec Raoult, donc il a juste eu des menaces de mort, le mec, au téléphone, par un universitaire du CHU de Nantes, c'est le canard enchaîné à tracer l'appel. Donc ça venait du CHU de Nantes. Donc, vous vous rendez compte. Donc, quand on a des gens comme ça, c'est d'une part, c'est criminel, c'est du pénal, mais je pourrais vous parler donc de l'affaire du scandale du charnier de Paris-Descartes, où là, on a juste le conseiller, qui est toujours conseiller actuellement, de la ministre de la Recherche française, Frédéric Vidal, et son nom est Frédéric Dardel, pour ce conseiller, qui était président d'une université pendant que s'y déroulaient des chefs d'accusation pénaux d'atteinte à l'intégrité physique d'un cadavre. Bon.
etc., etc. Donc, c'est un phénomène qui, à cause de la déférence conditionnée qu'on a envers le monde académique, n'est pas du tout assez analysé. On croit que ces gens-là sont parfaits et qu'au contraire, ce sont eux qui vont amener la lumière dans des situations face à l'homme de la rue, un terme qui était très utilisé, l'homme de la rue. Et en réalité, bien entendu, il faut se départir de toute illusion que certaines corporations seraient plus propres que d'autres. Le monde académique n'est pas plus propre en aucun cas que le monde financier ou que le monde commercial. Tous ces mondes-là ont des qualités et des défauts qu'il faut prendre comme elles sont et face auxquels il faut savoir ouvrir les yeux. Parce qu'autrement, on tombe de très haut. 19h44, la toute dernière question que j'ai envie de vous poser. De quel homme politique vous sentez-vous le plus proche en France? Même si j'ai une petite idée sur la réponse. Vous avez une idée. Donc, si vous pensez à un élu ou si vous pensez à un chef de file politique… Non, je pense pas à un élu. Je pense à quelqu'un qui était candidat à l'élection présidentielle, qui connaît la Constitution par cœur. Bien entendu, c'est Asselineau. Et c'est Asselineau, d'autant plus que donc mon ami Étienne Chouard, qui avait voté Mélenchon aux élections présidentielles, a défendu Asselineau et l'a rallié. Donc, c'est quelqu'un de très intéressant sur le plan politique. Il avait énormément d'avance. Il me fait donc bien sûr penser à Raoult aujourd'hui, parce que il disait que l'Union européenne ne marchait pas. Regardez en temps de crise. Je veux dire, pendant que des milliers de gens mouraient, ils étaient en train de se poser la question de l'entrée de l'Albanie et de la Macédoine. Bon, bien, il n'y avait pas d'autres priorités plus importantes selon eux. Ensuite, ils se sont penchés très activement et avec une grande diligence sur le défraiement ou les jetons de présence des élus européens. Bon, d'accord, enfin, je veux dire, il faut arrêter les bêtises, quoi. Et pendant que cette crise était là, effectivement, c'était les Chinois et même Cuba, bon sang, qui aidaient l'Italie. Bon, la messe est dite, quoi. Je crois qu'on ne peut pas dire les choses autrement. Ouais. En tout cas, je voulais, au nom de toute l'équipe du Grand Forum et de France Maghreb, de vous remercier de nous avoir accordé ces quelques minutes très enrichissantes, très intéressantes, et invite les auditrices et auditeurs et téléspectateurs à venir se rapprocher des travaux de M. Aberkan. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Oui, une question. M. Aberkan, vous démentez d'avoir, je regarde le terme exact de mes confrères, avoir acheté des vues sur YouTube pour faire augmenter votre audimat? Mais qui c'est qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Vous êtes moi, parce que c'est très facile de vérifier ça. C'est très facile, vous savez, qui a sorti ça? Des confrères. Non, qui se posaient la question. Sur le nombre de vues et l'augmentation en moins de 24 heures. Non, vous comprenez que ça peut poser question. Non, il n'y a pas de question à poser parce que vous avez des algorithmes aujourd'hui, ça se voit. Hein. Aujourd'hui, vous avez des algorithmes qui, par intelligence artificielle, vous le voyez tout de suite. Alors là, désolé, mon cher confrère, parce que je suis journaliste aussi, vous avez… il va falloir que je vous envoie à vos chers devoirs. Hein. Vous allez me réviser la charte de Munich. Vous la connaissez, la charte de Munich? Je n'entends pas. Vous la connaissez, la charte de Munich? La charte de Munich. Moi, j'avais une dernière question. Non, mais non, reste là-dessus. Oui. Vous la connaissez? Allez-y, M. Aberkan. Vous connaissez la charte de Munich? Philippe, est-ce que tu connais la charte de Munich, Philippe? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Philippe. Est-ce que tu connais la charte de Munich? Je te pose comme question, M. Aberkan. Vous m'entendez? Putain. Oui, a priori, il ne nous entend plus, Philippe. Alors, allez-y, M. Aberkan. Non, mais il faut qu'il réponde. Non. Je veux dire, vous entendez? Pas? Petit, un peu? Philippe. Bon, après, on a été coupé avec Philippe. Alors, il ne faisait que reprendre des informations que certains confrères se posaient comme question, M. Aberkan, tout simplement. Hein. Non, mais il n'y a pas d'information là pour l'instant. Je n'ai pas d'information. Je veux dire, vous n'avez cité aucune source. Moi, j'ai jamais vu ça passer. Non, faut arrêter là avec les divagations. Hein. Vous me citez une source et puis ensuite vous vous renseignez sur comment marchent les followers. Mais pour l'instant, je vais renvoyer votre cher collègue d'une part au mode d'emploi de ses écouteurs et d'autre part à relire la charte de Munich 3 fois pour après-demain, parce que là c'est du n'importe quoi. Vous êtes des journalistes sérieux, vous pouvez pas faire, on fait pas du journalisme comme ça. Donc faites un peu de journalisme sérieux, vous me balancez une source, ensuite on en discute. Mais moi qui me trouve être effectivement un tout petit peu chevronné en intelligence artificielle, je peux vous dire qu'aujourd'hui avec les algorithmes, ce n'est pas possible.
Ce n'est juste plus possible d'acheter des followers ou quoi que ce soit sans que ça se voit. C'est pas possible. Et donc, alors Abdestab, je crois, avait dernière question, Abdestab Itache. Oui, Idriss Aberkane, je vous suis depuis un moment à travers les vidéos sur YouTube. Moi, j'avais une question. Vous savez, en période de tournoi international de football, on se retrouve avec 67 millions de sélectionneurs. De la même manière, j'ai l'impression aujourd'hui que l'on se retrouve avec 67 millions de médecins. Et bien sûr, je parle aussi des faux-disants qui justement colportent un tas de choses. Pour tout vous avouer, j'étais plutôt dubitatif sur l'idée de l'utilisation de la chloroquine parce que n'étant pas médecin, je n'ai pas compétence justement à me prononcer sur le sujet. On a entendu tout et n'importe quoi. On a même vu, vous savez, sur les réseaux sociaux, la photo du professeur Raoult avec le maillot de l'Olympique de Marseille et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien… Oh, c'est pas beau ça. Non, mais vous comprendrez bien que il y a méfiance. Ensuite, sur la chloroquine, est-ce que, je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas les compétences pour, mais est-ce qu'on ne risque pas un effet à l'avenir sur l'utilisation ou l'usage abusif de cette chloroquine dans quelques années ou d'effets secondaires? Alors, je vais répondre à votre dernière question tout de suite. Comme Raoult l'a très bien expliqué, on est sur un médicament qui a 71 ans d'utilisation, même sur des sujets sains, c'est-à-dire que les médecins ont considéré, vous savez quand même, la base du serment d'Hippocrate, c'est en premier lieu ne pas nuire. Oui. En premier lieu ne pas nuire. Donc, si on prescrit ça à des gens sains, ça veut dire que ça fait 71 ans que la communauté médicale est certaine que ça ne nuira pas. Selon un process. Certaines. Si on le file à des gens sains, c'est qu'on est certain que ça n'ira pas. Je ne remets pas en cause le serment d'Hippocrate. Je dis seulement selon un process pour une maladie bien déterminée. Là, aujourd'hui, j'ai un petit peu le sentiment… En préventif, le type n'a pas la maladie. On a un sujet sain, j'insiste. Il est sain. Donc, je ne sais pas ce que vous n'avez pas compris dans le mot sain, mais S-A-I-N, ça veut dire qu'il n'est pas malade. Donc, on donne à des sujets sains qui vont dans une zone où ils seraient susceptibles d'attraper le palu ou pas, et on leur donne de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine directement. Bon. Donc, il est considéré par la communauté médicale que ça ne peut pas leur nuire. Ça, c'est le premier point. Bien sûr, le deuxième point, c'est qu'il y a un dosage, et que c'est sous contrôle médical, c'est un médicament, et même un médicament qui est sur étagère et qui est sans ordonnance doit être pris selon les règles. Si vous prenez trop de Doliprane, vous mourrez. Donc ensuite, ce que vous avez dit comme le fait d'être dubitatif, je le comprends tout à fait, et je l'ai décrit dans mes vidéos. À la guerre, on n'a pas toute l'information au début. Donc, je l'ai dit dans cette interview et je vais le répéter. À la guerre, on n'a pas toute l'information au début. C'est comme ça. Et c'est la guerre qui décide, c'est pas nous. Il faut arrêter de croire que c'est nous qui pouvons décider du tempo d'une guerre. Ce n'est pas le cas. Et ça n'a jamais été le cas. En début de guerre, on a l'information et beaucoup… Monsieur Aberkane. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions avec beaucoup de franchise comme à votre habitude. Et je renvoie tous nos auditeurs et téléspectateurs à toutes vos études. Allez voir vos vidéos qui sont présentes et qui sont vues par des vrais followers et par millions. Bien entendu, vos conférences également, vos essais notamment pour ceux qui ont un peu de temps pour lire, Libérez votre cerveau en 2016 et puis également une nouvelle publication, L'âge de la connaissance, sorti en 2018. Et si vous aimez la poésie, c'est I qui est sorti en 2020. Merci. À très bientôt. Merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Bye. Tout de suite, la pub et on est de retour très vite sur France Maghreb 2 et en direct là sur Facebook. Philippe, t'es… C'est qui a coupé mon micro? Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Allô? Voilà, on est en direct sur Facebook Live avec l'équipe. Oui, vous m'entendez ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais mon micro coupé. Je viens de voir la réponse, excusez-moi, je n'ai pas entendu ce que vous m'avez dit tout à l'heure, monsieur Aberkane. Non, mais c'était complètement aux fraises. Vous ne pouvez pas balancer une info comme ça sans sortir la non, je vais poser une question, ce n'est pas une info, je vous ai posé une question. C'est normal que certains se posent des questions. Mais si. Attendez, vous me dites non, je peux aller jusqu'au bout, quoi. Non, mais attends, là, je ne suis pas en conférence. Là, je ne suis pas votre élève en conférence. Je vous pose une question, il y a des choses qui circulent, donc je vous demande de démentir ou pas, point. Je ne vous ai pas manqué de respect. Non, mais il faut redescendre quand même. Vous avez fait n'importe quoi journalistiquement, c'est pas grave. Non, dites pas que j'ai fait n'importe quoi, s'il vous plaît, parce que si vous voulez qu'on dise n'importe quoi, on peut dire les offs de tout à l'heure, d'accord, ok?
bien. moi, je suis pas votre élève. Bon. Ça soit bien clair. Si vous avez été mon élève, vous n'auriez pas fait cette erreur. Ça, c'est certain. Ah, Non, non, mais Philippe. Vas-y, remets-moi. Attends. Non, mais il a démenti, ok, pas de souci. Mais c'est pas la peine de manquer de respect aux gens, de les mépriser. D'accord? Parce que là, vous faites l'inverse de ce que vous avez dit tout à l'heure, ok? Tout à fait. Bon, allez, je vous dis salut. Ouais, merci. Au vrai journaliste. Ouais, salut, ouais. Dans cette. Vas-y, salut. C'est ça, on se tutoie maintenant. Bon, comment il parle aux gens, merci, monsieur Aberkan. Merci beaucoup. Ouais, merci. À très Merci bientôt. beaucoup. Ciao. Merci d'avoir participé à l'émission. Et à très bientôt, monsieur Aberkan. Ah là là. Faites gaffe à qui vous prenez. Ouais. Je vous ai posé une question, normale, tranquille. C'est pas la peine de monter sur vos chevaux. C'est bon. C'est pas sérieux. Non, c'est pas bon. Merci beaucoup. À très bientôt. Il produit la même chose qu'il critique. Donc je vais aussi... Dans un instant, on est de retour évidemment avec la suite et fin de cette émission. Bien entendu, avec dans un instant les coups de gueule et coups de cœur aujourd'hui de Samia Chiki, de Abdeslam Itache, de Philippe Bourriaki, de Mehdi Chebaiki qui sont avec nous aujourd'hui. On est en live sur Facebook, France Maghreb 2, sur Christophe Le Grand Forum, et dans un instant en direct à l'antenne sur France Maghreb 2, bien sûr. Pour la suite et fin de cette émission en direct. Vas-y, rigole. Tous les soirs à 18h30, on est en direct, bien entendu, avec vous, pour vous accompagner chaque soir durant ce confinement. On est en ce 10e jour de confinement, et tous les soirs, on est là pour vous accompagner, lire vos commentaires, bien sûr, et interagir. C'est pour ça qu'on vous invite à liker, à partager et bien entendu à nous donner de la force, parce qu'on en a besoin autant que nous sommes chaque jour en étant présents avec vous. Avec cette liberté qui est bien présente en direct sur France Maghreb 2 tous les soirs, et depuis ce soir d'ailleurs c'est une première, on est en direct bien sûr sur France Maghreb 2 sur M et sur l'application, en étant aussi en live sur Facebook. Ça va, ma Samia? Oui, très très bien. Donc très bien. C'était un échange vraiment très très intéressant et enrichissant avec Monsieur Aberkan. Aberkan, ouais. Oui, complètement. Moi, comme je l'ai dit. Sa Majesté Aberkan, tu peux le dire. Le mec il me renvoie à utiliser mon casque. J'ai su quelque chose si on est sur un trafic là et que tout le monde se connecte. Non mais attends, le mec il est complètement méprisant. Mais quand vous voulez. Il y a eu quiproquo. Coupe pas mon micro, arrête de couper mon micro, Abdeslam, s'il te plaît. Il y a eu un quiproquo, je pense. Un quiproquo de rien du tout. Je lui ai posé une question sur laquelle moi je suis contre ce qui était en train de se dire, et je lui ai donné l'occasion de faire fermer la gueule à tous ces détracteurs. Et comment il méprise, comment il parle aux gens. Non mais attends, allô quoi. Il y a eu un quiproquo au niveau de la formulation, Philippe. Parce que. Je m'excuse si j'ai pas le bagage intellectuel que monsieur Idriss, je sais pas quoi. Moi je suis dyslexique et dysorthographique. Et je manque pas de respect aux gens. Ok? Parce que tout à l'heure, quand on a fait les tests techniques, il faut le dire, monsieur Aberkan. Dites-le comment vous m'avez parlé. Comme si j'étais un petit technicien de merde, là. Non, ok? faut pas dire ça. Non, me dis pas non, s'il te plaît. Me dis pas non. Parce que mais mes amis, non, mais attends, j'ai pas fini de parler. Parce que mes amis, j'ai pas fini, s'il te plaît. Parce que mes amis m'ont envoyé ce que monsieur Aberkan m'a dit sur moi. Ok? Je vais vous envoyer à tester comment il marche le micro. Mais pour qui tu le prends, mec? Pour qui tu le prends? Moi, à 18 ans, j'ai dû arrêter ma carrière professionnelle parce que mon père, il est mort d'un cancer. Et je me suis retrouvé soutien de famille à 18 ans. J'ai pas eu la chance de faire l'université comme toi, etc. Et je méprise pas les gens. Je vous laisse tranquille. Ouais, tranquille, ouais, salut. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer, tu parleras de la même façon. C'est pour vous, les gars. Et je vous ai posé une question tranquille, normale, c'est pas la peine de monter sur les chevaux. Vous êtes journaliste, faites. Non, je suis en carton. Non, c'est bon, Philippe. Merci beaucoup. Monsieur Aberkan, à très bientôt. Ça peut arriver des petits désaccords. Pour votre émission. Mais le temps que chacun se reprenne. Les gens, les mépriser. Bon courage pour la suite. Grand écrivain. Philippe, stop. Alors, dans quelques minutes, les coups de gueule et les coups de cœur avec Hicham Terak et nos amis, bien sûr, ici présents. Je ne sais pas si, c'est Abdeslam, on est de retour encore sur la radio. Je ne crois pas encore. On y est. On y est, très bien. Vous êtes en direct sur France Maghreb 2. C'est animé. On a été à la hauteur dans cette émission. Le grand forum, Philippe. Alors, oui, bah là, oui. Samia Chiki, coup de gueule ou coup de cœur ce soir? Vous m'avez perturbé. Je m'excuse, je tiens à présenter mes excuses
aux auditeurs et aux auditrices, je sors rarement de mes gonds. Vous savez, Monsieur Abderkam, moi, je suis pas un grand écrivain comme vous, mais je suis un professeur de self-défense et en général, j'essaie de rester le plus calme possible. Je vais vous présenter mon assistante parce que tout à l'heure, vous m'avez parlé de votre assistante. Voilà la mienne, mon assistante. OK? Et ça, ça vaut toutes les assistantes du monde. Merci, ma chérie. Merci, ma puce. Alors, Samia, coup de gueule, coup de cœur. Alors moi, j'ai un coup de cœur, en fait, en fait, j'ai un coup de cœur parce que je trouve que les gens, autour de ce débat, autour de la chloroquine, ils ont été très respectueux les uns envers les autres en fonction de leur position. Moi, j'ai pu un petit peu regarder via les réseaux sociaux, notamment les échanges, et puis également sur la page, j'ai envie de dire, du fan club de Didier Raoult. Et les échanges sont tout de même très respectueux, même avec des avis très divergents. Donc, je pense que ce débat-là a permis également à la population de se pencher sur la question, de s'intéresser et de débattre dans une ambiance vraiment très sereine et j'ai envie de dire encore plus à la hauteur que les membres de notre gouvernement. Voilà, coup de cœur. Très bien, pour le coup de cœur de Samia Chiki. Hicham Terra, coup de gueule ou coup de cœur ce soir? Coup de cœur, parce que moi j'aime les personnes qui ont le tempérament d'apporter la critique à son plus haut niveau et puis surtout d'apporter des arguments forts et surtout vérifiables et aussi comme certaines personnes en France qui sont pas forcément sur le devant de la scène ou qui le sont parce que on essaie de leur nuire. J'aime c'est ce type de mentalité qui porte à, je vais pas utiliser le terme l'excellence, mais à apporter au mieux. Merci. Il est 20h. Il est l'heure de remercier le personnel hospitalier. Comme tous les soirs, on le fait en direct, bien sûr. Applaudissements dans toute la France. Merci. Merci. Ouais. Comment? Est-ce qu'on pourrait pas huer le gouvernement style à 20h15? Si, très bonne idée. Non, faut que du positif. Ça peut être bien, oui. Non, que du positif. Ouais, c'est bien. Alors, je rappelle les chiffres. Ouais. Ce soir, 29 155 cas en France, 3 375 en réanimation, 1695 décès, dont une adolescente de 16 ans en Île-de-France, 365 morts en 24 heures. Ce sont là les chiffres officiels en France. Coup de gueule ou coup de cœur, Mehdi Chebaiki? Attends, on va te faire revenir. Mehdi Chebaiki, il était parti. Il était toujours dans sa voiture. Non, vous m'entendez pas? Mehdi, c'était bon, on t'entend. Ah, très bien. Est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de cœur? Un coup de gueule. Ah un coup de gueule, bien entendu, un coup de gueule, parce que c'est très simple. Lorsque on dit que la France est un pays et que c'est un pays où toutes les régions sont traitées à égal, de la même manière, dans ce pays, en pleine épidémie, à La Réunion, on envoie des masques pourris, des masques périmés, des masques pleins de moisissures au personnel soignant de La Réunion. Alors, si on avait envoyé ça à l'hôpital Bichat, j'ose pas imaginer ce qu'aurait dit BFM, j'ose pas imaginer ce qu'aurait dit CNews. Si on avait envoyé ça à la Salpêtrière, ça aurait été pareil, ou dans un des grands hôpitaux lyonnais. Mais voilà, à La Réunion, sur une île, après tout, finalement, c'est des Français de seconde zone. On peut se permettre de leur envoyer du matériel médical moisi, mais moisi avec de la moisissure noire sur les masques. Et ça n'a pas fait scandale, ça n'a pas fait les grands titres à la télé française. Et ça, c'est inadmissible. Donc, bravo les journalistes. Et ça ne le fera jamais, tu sais. Ça Merci. Merci Mehdi, c'est une grosse info que tu nous balances là, effectivement. Abdeslamitache, coup de gueule ou coup de cœur ce soir? Alors, coup de cœur, si tu veux, au tout début, lors de l'allocution du président de la République, il parlait de distance sociale, de distanciation sociale. C'est un mot qui m'a d'abord fait hérisser le poil, parce que j'ai toujours combattu justement cette distance mise entre les gens, et paradoxalement, on se retrouve avec des gens qui se rapprochent, s'appellent, et la solidarité s'organise à travers les courses qui sont faites pour les personnes âgées. Et moi, je trouve que, faut voir le bien dans le mal. Moi, j'ai trouvé que ça rapprochait quand même les gens.
Philippe Boyaki, un coup de gueule ou un coup de cœur ce soir. Par contre, il faut baisser le retour, les amis. Voilà, excusez-moi, Philippe. Excusez-moi, parce qu'il faut que je gère la technique. Je suis un petit technicien. Et au vu des fans d'un gourou, c'est bon, je vous ai bien manqué de respect là. Comme ça, on est tous au clair. Bah, le coup de gueule, c'est contre celles et ceux qui condamnent un système, qui condamnent des comportements et qui se comportent un petit peu pareil. Donc, je prendrai un café avec grand plaisir avec Idriss quand la vapeur sera redescendue. J'ai pas voulu le piéger ou lui manquer de respect. Je suis contre les personnes qui disaient ça, mais comme on est transparent dans le grand forum et comme on doit tout se dire et pas faire que de la lèche, bah ouais, j'étais un petit peu le poil à gratter. Voilà, point barre. Et je voulais lui permettre, je voulais lui permettre de pouvoir fermer la gueule définitivement à ses détracteurs, justement. Vous avez manqué de respect au journalisme. Dans le journalisme, il n'y a pas d'info. Ouais, d'accord. Donc, je vais vous le répéter tranquillement, et puis vous allez rester calme, puisque vous m'avez l'air d'être quelqu'un qui peut rester calme. Quelles sont vos sources ? Je vous l'ai dit, vous savez très bien, vous êtes journaliste comme moi, vous avez fait des œuvres. Enfin, non, je suis un petit journaliste, pardon, je suis un petit journaliste. Je suis en train de vous dire, ce sont des œuvres. Je suis en train de vous répondre. Il est fatigant, quoi. Quelles sont tes sources, Philippe ? Le journaliste, c'est fatigant, c'est pointu, c'est rigoureux. Quelles sont vos sources ? Ah ouais, c'est pointu. Pourquoi les journalistes donnent leurs sources ? Depuis quand un journaliste donne ses sources ? Merci, confrère. Si c'est une information, elle a des sources. Quelles sont-elles ? Je suis en train de vous dire, si vous m'aviez écouté, c'était les bruits qui se disaient en off d'après certains confrères. Pourquoi je parle écrit, je suis en ouf. Donc, quand vous me demandez de démentir un bruit, j'ai aucun bruit à démentir. Moi, je demande des informations actuellement. Mais si vous précisez, comme l'Express. Voyons, l'Express, c'est une autre catégorie. Hein. Voyons. Mais quand je vous demande. Non, mais l'Express a fait un article justement où il accuse M. Aberkan d'avoir gonflé le CV. Je lui ai posé la question tout à l'heure, il s'en est expliqué. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va clore ce débat, en tout cas pour ce soir. Remercier une nouvelle fois tout le monde d'être venu. Philippe, est-ce qu'on peut terminer en guetter cette émission avec le pire et le meilleur du web ? Ouais, bien sûr. Ah, très bien. Alors, qu'as-tu à nous proposer aujourd'hui, ce soir, sur les vidéos qui circulent ? Et on est en période de confinement. Et effectivement, on constate que beaucoup ont le temps de nous produire de bonnes petites vidéos. Et on va ainsi les voir pour terminer cette émission en direct live sur Facebook. Et je crois qu'on a dit au revoir à nos auditrices et auditeurs de France Maghreb 2, qu'on retrouvera évidemment demain soir à 18h30, en direct, bien sûr, comme chaque soir durant ce confinement, avec demain une députée de La République En Marche qui sera avec nous, qu'on va cuisiner aussi comme il se doit, avec beaucoup de courtoisie. Mon Philippe, tes vidéos ce soir que tu as à nous proposer. La première vidéo, c'est Marion Maréchal Le Pen dans un VTC, et le commentaire du VTC est juste surprenant. Eh bien, insultez-moi pas, j'ai parlé avec elle, on n'est pas d'accord sur tout. Non mais c'était intéressant. Voilà, et elle est bien. Et elle aime les musulmans qui font pas les bêtises, c'est vrai ou pas, madame? C'est vrai, absolument. Voilà. J'aime la France. Et moi je vous kiffe en fait. Et merci, merci. Vidéo effectivement qui avait fait le buzz il y a quelques temps maintenant. Elle est assez ancienne cette vidéo, mais c'est vrai qu'elle avait fait beaucoup de bruit. Deuxième vidéo, les jours de la semaine vus sous un autre angle. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Avant-dernière vidéo, de la semaine. Complètement. Kylian Mbappé, interrogé, c'est surprenant. C'est vrai le cliché qui dit que les joueurs de foot sont bêtes? Peut-être que je le connais pas, peut-être qu'il existe quelque part, mais moi, ceux que je côtoie, ça va. Ils sont un minimum culturels. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe. Kylian Mbappé, on se souvient évidemment de ces images terribles de Zidane. Dernière vidéo, c'est le comparatif sur les entraînements entre la police chinoise et la police d'Afrique.
pour le pire et le meilleur du web. Merci, mon Philippe. Merci à tous de nous avoir suivis en direct et en live sur France Maghreb 2 et dans cette émission. Comme c'est du direct, il peut se passer tout ce qui se passe en direct, hein, forcément. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission. Merci, mon Mehdi. Très, très bientôt. Et merci d'être resté sagement dans ta voiture. Donc, pas contrôlé depuis 18h30. Hein. Et je tiens quand même à préciser que je respecte le confinement. Je tiens quand même à préciser que je respecte le confinement et que, bien entendu, je rentrais du travail. Il faut le dire. Ah oui, monsieur, c'est vrai. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. On m'a dit à très bientôt et bonne soirée. J'espère que tu reviendras nous voir tout prochainement. Avec grand plaisir. Merci Samia Chiki d'être venu ce soir et de nous avoir par là même livré ton avis tranché tout à l'heure qu'on a eu l'occasion de découvrir. Merci. Bonne soirée à toi et bon courage. Merci Chab Kerak. Merci à vous, ça a été très animé aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ça. Hein. En tout cas, ça a été un plaisir de retrouver l'équipe, ça faisait un petit bout de temps, malgré le confinement. Et juste aussi pour vous dire que ma dernière vidéo est en ligne, donc petit billet d'humeur, d'habitude, où j'espère, comment dirais-je, présenter les choses assez différemment. Très bien, et tu as quitté ta voiture? Forcément, il fallait que je montre l'exemple, même si la voiture est dans ma maison. Et bon, voilà, et je me suis dit, allez, on va changer de décor aujourd'hui. Les coups de gueule d'Hicham Terak à suivre régulièrement sur la page de France Maghreb 2, de Christophe Le Grand Forum et de nos amis et cousins d'Urbanite aussi, qu'on salue. Abdeslamitache, merci beaucoup encore une fois pour la réalisation technique ainsi que Philippe Bouriaki. Merci à tous les deux, les amis. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis encore en masse ce soir et en live sur France Maghreb 2 et Christophe Le Grand Forum. À demain, 18h30, à l'écoute de France Maghreb 2 sur la bande FM et sur Facebook en live. Salut tout le monde, bonne soirée. Ciao. Et surtout, on n'oublie pas, restez chez vous. On est 4.